Bonjour et bienvenue dans Electrochoc, le nouveau podcast d'automobile propre. Alors, Electrochoc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on ne sait pas trop encore, c'est un peu flou. On va sûrement tâtonner pendant un épisode ou 2 ou 10, mais la première difficulté va être de prendre le relais de What's Up, le précédent podcast dont Éric Dupin était le taulier et qui veut désormais se consacrer à d'autres domaines chez nous. Heureusement, pour me lancer dans cette nouvelle aventure et défricher ce chemin, je ne suis pas seul. Oh non, j'ai su m'entourer d'une Dream Team, d'une agence touriste, de têtes brûlées, voire de pieds nickelés. Autant de références qui ne font que révéler mon grand âge. Bref, je me suis entouré des meilleurs et laissez-moi vous les présenter. Alors j'espère que vous n'avez rien de honteux dans vos LinkedIn parce que je les ai bien poncés pour préparer ce podcast. J'ai essayé d'être drôle, mais je ne promets rien, c'est dans la limite des stocks disponibles. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Alors on commence ces présentations par le dernier venu dans la grande famille d'AP dont les membres se répartissent dans toute la France, voire même au-delà des frontières. Alors ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais ce Normand, pur et dur, est un poète qui, oui, cite souvent du St. John Perse face à l'azur de la Manche avec juste un bonnet sur la tête. Il a un CV long comme le bras puisqu'il exerce ses talents au sein de nombreuses rédactions en plus d'AP comme l'Argus, Bavaria Magazine, Vintage Racers ou encore le Dauphiné Libéré. Il est partout quelle insolence, on peut me dire qu'il ne manque pas de toupet, c'est Nicolas Laperruque. Salut Nicolas, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, très bien. En direct de ma Normandie, justement. Parfait. On poursuit les présentations avec cet exilé transalpin qui habite à Florence. C'est d'ailleurs à cause de lui qu'on filme le podcast parce qu'il insiste pour parler avec les mains. C'est le doubleur officiel du doubleur officiel de Bruce Willis. Mais ses armes à lui, il ne les a pas faites au Nakatomi Plaza ni dans l'armée des 12 singes puisqu'il est passé par La Montagne, Le Monde, le JDD, Capital, Néon Magazine, Géo, l'Internaute, Autoplus et Automoto. Et je dois vous avouer que j'ai dû un peu insister pour qu'il accepte de participer à ce podcast. Allez quoi ? Dis-moi oui Andy. C'est Andy David. Salut Andy. Salut, on me l'avait jamais faite celle-là. Je vais garder la description, mais ça fait plus spectaculaire que ce que c'est en vrai. Hein. Oh, c'est bon, je continue ? Vous êtes prêts ? Ouais, c'est parti. Alors, il y a deux choses que vous avez sûrement réalisées arrivé à ce stade, c'est que toutes mes références datent du siècle dernier et que je ne renonce à aucune facilité. Et croyez-moi bien que je vais continuer avec l'intervenant suivant. Alors, il a tellement de cordes à son arc que c'en est devenu une harpe. Il est blogueur, influenceur, expert des réseaux sociaux, rédacteur, administrateur de données. Un CV qui, vous en conviendrez, n'a aucun sens. Et pourtant, c'est bien dans le chef-lieu de Lyon qu'il habite. Il est passé par le garage des blogs, Auto Hebdo, Auto Plus, Auto Journal et Sport Auto. Il m'a expressément demandé de préciser qu'il était aussi actuellement célibataire. C'est Victor Diakov. Dobriden, Victor. Salut Pierre, tu l'as vraiment gardé. Eh ben écoute, merci. Tu m'as demandé de le faire, je le fais, hein, moi. Génial. Eh ben salut à tous. Allez, on continue avec quelqu'un qui ne m'a pas facilité la tâche puisqu'il n'a pas de profil LinkedIn, le petit coquin, mais de mémoire, il est passé par Yahoo Auto, puis avant d'arriver à AP par... Attendez, je reteste. Bon, il doit y avoir un bug. Il est aujourd'hui le grand chef de l'actualité sur Automobile Propre. Il est basé à Mont-de-Marsan. Vous serez ravis d'apprendre que Francis Lalanne a passé une partie de son enfance. On le surnomme le double F, le Flofer. Gustave Flofer, c'est Florent Ferrière. Salut Florent. Salut à tous. Bien. Alors normalement, on garde le meilleur pour la fin. Normalement, c'est la moitié de la chaîne EV, brillante chaîne YouTube consacrée à la voiture électrique, dont le running gag est de répéter qu'ils ne sont pas pros, alors que la blague est sur vous, puisqu'ils font mieux que plein de gens dont c'est le métier. Alors accrochez-vous pour la suite, je commençais à fatiguer d'écrire ces présentations, donc c'est un petit peu tiré par les cheveux. Première blague. Ensuite, si Andy David peut faire la voix, lui peut faire la tête de Bruce, à ne pas confondre avec la tête de bûche où il habite. C'est excellent. C'est mauvais. C'est Jean-Christophe Gignac. Oh là là, je suis épaté. Incroyable. Je suis épuisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Electrochoc ? Eh bien, on va discuter tout simplement de l'actualité des voitures électrifiées. Et on commence cet épisode pilote par un premier sujet qui va nous présenter l'ami Florent et qui concerne la Renault 5 électrique. En effet, quelques éléments de contexte pour se remettre de toutes ces blagues là de Pierre là qui s'est bien marré. Alors donc le R5 c'est évidemment la star du moment, c'est un euphémisme de le dire. Alors elle a été dévoilée il y a quasiment 1 an, mais elle est livrée que depuis quelques semaines et c'est un très bon début de carrière puisqu'elle est en tête des immatriculations de modèles électriques depuis novembre en France. Plus de 10 000 exemplaires ont déjà été immatriculés avec pour commencer les variantes à grande batterie qui donnent une autonomie de 400 km,
Les livraisons avec la plus petite batterie qui donne à peu près 315 km d'autonomie vont commencer et Renault va aussi ouvrir les commandes de la version promise à moins de 25 000 € sans prendre en compte le bonus. C'est un vrai succès public la voiture, mais c'est aussi un succès critique. Elle multiplie les distinctions et elle a décroché la plus prestigieuse d'entre elles en Europe, celle de Car of the Year, où elle a terminé même assez loin devant la concurrence, notamment la Kia EV3. Alors, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai l'impression que c'est pas forcément la conclusion de tous les essais que je peux lire dans la presse. Alors, il y en a un certain nombre parmi vous qui ont pu l'essayer. Par exemple, Nicolas, toi, t'as pu la conduire, cette R5 ? Alors, je l'ai conduit, mais j'ai pas fait un vrai essai encore. Je l'ai conduit, mais en dehors du pour partir en week-end. Faut pas le dire. Mais j'ai fait quelques kilomètres avec. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, tout journaliste que nous sommes, on peut quand même se réjouir déjà d'avoir une voiture française qui fait le buzz entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment un événement. Moi, ça faisait quand même. Il y a eu une période chez Renault où il y avait quand même pas grand-chose qui nous faisait envie. Et je trouve que effectivement, ça fait partie du vrai retour de Renault. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Et puis la voiture, elle a l'air de plaire. Le style est sympa. Enfin, tu vois, il y a tout un truc autour. Je pense qu'ils ont plutôt bien amené le truc et plutôt bien communiqué là-dessus. Donc là-dessus, rien à redire. Alors après, sur la voiture en elle-même, bon, j'ai trouvé hyper agréable à utiliser, etc. Reste quand même, tu vois, alors là, moi, j'ai pas testé sur autoroute, mais je lis Automobile Propre et j'ai vu l'essai. Je sais plus si c'est Sofiane qui a dû faire. C'est Soufiane, ouais. Voilà. Et notamment, tu vois, sur autoroute, on a du mal à dépasser, je pense, les 220 km, je crois. Alors, on nous vend ça un peu comme une voiture qui est pas chère, etc. Bon, elle est quand même un coût, tu vois, ça arrive vite à 30 000 balles. Donc je pense que ça reste quand même assez limitant. C'est-à-dire que la révolution, elle se fait au niveau du style. C'est un modèle néo-rétro, c'est réussi, il y a rien à redire. La voiture est super bien présentée, j'ai trouvé bien finie, etc. Mais tu vois, ça reste quand même une voiture où t'es quand même un peu limité dans ton rayon d'action, on va dire, même si on est d'accord que pour 90% des gens, ça suffit largement. Mais il y a quand même toujours ce truc de se dire, bon, c'est 30 000 balles, c'est une citadine. Mais j'ai trouvé qu'à l'arrière, il n'y avait pas beaucoup de place. Enfin, tu vois, c'est pas une grosse citadine non plus, c'est vraiment une citadine. Donc, petit bémol là-dessus, mais je salue cette arrivée parce que c'est une bagnole qui fait envie et une voiture qui fait vraiment envie comme ça chez Renault. Ça faisait quand même un petit peu de temps, quoi. JC, je sais que sur la chaîne EV, vous l'avez pas mal essayé en long et large et en travers. Quel sentiment, toi, au sujet de cette voiture ? C'est un peu compliqué, en fait. Elle est très, très bien. Mais en fait, vu que c'est un peu dans la continuité de la Mégane, il y a rien qui nous a transporté plus que ça. On a l'impression de conduire une petite Mégane, finalement. Mais moi, je comprends qu'elle ait reçu le titre de l'année, parce que quand même, il y a des choses sur cette voiture qui sont vraiment novatrices. Par exemple, le V2H, c'est quand même la première voiture qui fait de la recharge bidirectionnelle en T2. Là, on commence vraiment à rentrer dans les smart grids, etc., où la voiture fait partie prenante de tout le réseau électrique, et ça, je trouve ça très cool. Et je comprends qu'elle ait reçu cette distinction, mais effectivement, je trouve que c'est pas une voiture qui est assez polyvalente, en particulier pour les places arrière, surtout. Et l'autonomie, moi je trouve que c'est un peu limité, mais ça va, tu peux faire des longs trajets avec quand même, faut pas déconner. Tu perds un petit peu de temps par rapport à une thermique et encore, mais ça reste faisable. Mais c'est surtout la place à l'intérieur. Et moi je pense vraiment que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui y croient pas, mais pour l'avoir vu, j'y crois vraiment. Je pense vraiment que la Renault 4 va être en fait la R5 sans ses défauts, quoi, avec peut-être toujours le défaut de l'autonomie. Mais moi, la Renault 4 me hype beaucoup plus que la Renault 5 en vérité. D'accord. Et toi, Andy, alors je sais que t'as de mémoire, alors attention, peut-être que ma mémoire me fait défaut. Je sais au moins que t'as essayé l'Alpine. Exact. Mais est-ce que t'as la petite R5 J'ai pâté de maison, on va dire ça comme ça en R5. D'accord, mais après, bon... Je peux pas m'exprimer extrêmement longtemps, mais les deux voitures ont gagné le Car of the Year. Hein. C'est vrai. Une initiative commune, ils ont été classés ensemble. Et d'ailleurs, j'étais à Bruxelles quand le prix a été attribué. Et il y a eu des embrassades, des hugs et des give me five au sein des équipes
de Renault, il y avait tout le marketing, la communication, etc. Enfin, c'était assez rigolo parce que ils s'y attendaient, mais ils étaient pas trop sûrs, etc. Ils avaient très peur du Kia EV3 d'ailleurs. Et du coup, bon voilà, ça c'est la partie ce que j'ai vu lorsqu'ils ont attribué le prix. Donc, avis sur la voiture, moi j'ai roulé surtout l'Alpine. Donc peut-être que je propose quelque chose d'un peu différent. C'est une voiture assez fun à conduire, hein, même si elle est un petit peu limitée par l'électronique. Évidemment, elle est coûteuse, etc. Donc on est toujours dans un voilà, c'est un peu une mini à la française. Donc l'idée c'est d'avoir une voiture un peu fun à conduire, un peu sportive, mais quand même on est en survêt, mais on n'est pas non plus en truc moulant pour faire du sport très sérieusement. Du coup, alors les gars qui aiment bien faire du circuit vont la trouver un peu limitée. Les gars qui veulent l'utiliser au quotidien vont dire qu'ils vont faire des compromis sur l'autonomie, etc. Parce qu'on a des pneus larges, etc. Donc c'est un peu là aussi il y a une cote qui est un peu bizarrement taillée. Après la voiture, alors si vous voulez qu'on aille sur le quotidien, moi je me suis amusé à aller voir ce qu'ont dit les confrères étrangers et les juges, parce qu'en fait sur le car d'ailleurs, le jury doit publier des avis sur chaque voiture, chaque juré. Et c'est assez intéressant à lire. Parce que finalement, on retrouve des conclusions qu'on a même faites juste avant là. Je prends Andrew Frankel. Andrew Frankel, c'est Motorsports Intercooler, c'est un Anglais. Il lui a donné 7 points. On peut lui donner un maximum de 10 points aux voitures. Hein. Andrew Frankel, il dit sur la R5, elle offre une autonomie suffisante, un comportement et un confort exceptionnel. Et il parle bien français, hein. Ouais, très bien. Et combine tout ça avec un prix compétitif. Donc en Angleterre, on voit ça comme ça. En Italie, Gianluca Pellegrini de Quattro-Rote, je peux vous dire que c'est pas les grands amis du VE. Hein. Et il nous dit son prix, il lui a mis 6 points et il dit son prix demeure loin d'être budget friendly. Et on a Dennis Peterman de Autobild qui n'a donné que 3 points. Donc j'ai pris un gars méchant. Il dit malheureusement avec sa batterie et son autonomie, elle demeure une voiture d'appoint et ne se montre pas très pratique par rapport à certaines concurrentes. Donc ça rejoint un petit peu nos conclusions à propos de la R5 que vous avez faite vous. On peut se reparler du Coty après, il y a encore des choses à dire. Mais c'est bien d'avoir les avis des étrangers parce que nous, en tant que Français, c'est vrai qu'on a et surtout passionnés d'automobile, on a forcément des anecdotes sur la R5 originale et du coup, peut-être que ça ternit un petit peu notre jugement. Donc, c'est bien d'avoir justement probablement l'avis de journalistes étrangers qui n'ont pas ce sentiment-là à partager avec la R5. Oui. Et toi, Victor? Eh ben, en parlant de journalistes étrangers, voilà. Donc, je donne mon point de vue également. J'ai essayé la voiture sur quelques kilomètres et je partage un petit peu ce qu'a dit, ce qui a déjà été dit. C'est une excellente voiture, confortable, agréable à conduire. Il y a rien à redire. Elle est vraiment très mignonne. Vraiment pas de souci. Par contre, il y a deux trucs qui me font vraiment douter sur cette voiture, c'est le prix. Bien sûr, parce que quand on s'amuse sur le configurateur, on peut aisément dépasser les 38 000 euros pour la presque à 40 assez rapidement. Ouais, c'est ça. Donc, à peu de choses près, tu rajoutes 10 000 balles, t'as une Alpine. Bon. Mais surtout, t'arrives dans les prix de la Kia EV3 qui est juste derrière et pour le coup, qui a 60 kWh de batterie, etc. Oui, bien sûr. Et ça, et effectivement, le combo batterie autonomie. Bon, je pense qu'il y a une sorte de raté de la part de Renault de faire arriver la voiture plutôt vers l'hiver. Donc c'est pas du tout favorable pour les premières retombées. Parce qu'on sait qu'en hiver, la voiture électrique, elle prend cher. Et ben là, c'est le cas. Là, on a l'impression d'avoir clairement une voiture secondaire. Donc, pas du tout la première voiture du foyer. Et, ça fait un peu cher payé, quoi. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis un peu mitigé. Je la trouve vraiment très, très belle, vraiment bien réussie, mais, pour l'instant, je suis pas convaincu. On va attendre que toute la gamme soit dévoilée, que la fameuse version à moins de 25 000 soit là pour voilà, parce qu'il commence déjà à y avoir de la concurrence, notamment chez Hyundai qui peut faire du mal à la R5. Florent, justement, puisqu'on parle de cette petite version de la R5, ça sera quoi ces spécificités techniques? Alors, ça sera un moteur encore dégonflé. Je
crois que c'est 95 chevaux, s'il dit pas de bêtises. Surtout, en recharge, il y aura toujours le chargeur 11 kW, mais il sera pas bidirectionnel. Et surtout, ils vont faire l'impasse pure et simple sur de la recharge rapide. J'ai un peu l'impression de revenir en arrière comme avec la Zoé, mais voilà, pour tirer vraiment le prix vers le bas, ils ont fait ce choix. Donc ça fait 1 an qu'on le sait, ils ont sûrement déjà eu des retours là-dessus de gens qui ont dû dire c'est pas une mauvaise idée, mais s'ils le font vraiment, c'est qu'ils voilà, pour eux ils pensent que c'est une bonne idée pour avoir un prix comme ça. Donc on va voir si vraiment c'est un problème. Ouais, moi à ce sujet-là, je me rappelle d'une conversation justement avec quelqu'un de chez Renault où quand je m'interrogeais parce que la Mégane elle-même a eu des versions avec juste une charge lente et lui me disait qu'il y avait des gens qui achetaient des Méganes avec charge lente et donc charge rapide et à la fin de la LLD revenaient avec et en disant on n'a jamais utilisé le DC et que il y a des gens dont l'utilisation est exclusivement autour de chez eux, ils chargent que chez eux et ça fonctionne que comme ça. Donc peut-être que si ça a marché peut-être sur la Mégane, ça peut marcher sur cette petite R5, mais j'ai l'impression que JC a une intervention à faire. Non, mais moi, je supporte pas ces histoires de voitures sans combo CCS. Oula. La voiture, elle a pas non, mais elle a pas qu'une vie, la voiture. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui nous disent, moi, je m'en sers jamais. Ouais. Mais ta voiture n'a pas qu'une vie. Derrière, il va y avoir un deuxième, un troisième, peut-être un quatrième propriétaire. Et peut-être que ces gens-là, ils pourront pas recharger chez eux. Ils auront besoin de recharger au supermarché quand ils vont faire leurs courses. Et tu prives la voiture de cette polyvalence. Ne jamais acheter une voiture sans CCS. Mais je pense qu'ils faisaient surtout ça pour les municipalités, tu sais, les collectivités, les trucs comme ça, et pas vraiment pour les particuliers. En tout cas, je le dis aux particuliers qui nous écoutent, ne faites pas ça. Donnez une polyvalence à votre voiture. Et je voudrais revenir juste sur un truc. On parlait la voiture, que la R5 se vendait bien. C'est normal qu'on ait beaucoup de livraisons actuellement parce qu'on livre toutes les précommandes qu'il y a eu pendant des mois. Ce qu'il va falloir, c'est attendre de revenir dans un roulement normal. Et j'ai un peu peur de l'effet Mégane où elle était partie super haut et puis les Tesla avaient baissé leur prix, donc ça avait un peu tout cassé. Mais voilà, il faut attendre au moins 6 mois de voir un petit peu comment la voiture va se comporter, où elle va se placer vraiment, parce que là, pour l'instant, on livre tous les gens commandés dès qu'ils l'ont vue et ça veut pas forcément dire grand-chose. Justement, et tu parlais de la R4, il faudra voir comment, en plus, elle continue sa vie quand la R4 sera là, et un peu plus longtemps après, et pas si longtemps que ça, il y aura la Twingo qui va arriver par en dessous, et il faudra encore que la R5 trouve sa place. Florent, t'avais quelque chose à ajouter ? C'était un petit retour là sur la recharge rapide. Oui. Ça, on ne sait pas si vraiment ça peut faire vraiment fuir la clientèle, une version de sa recharge rapide. Par contre, la petite batterie, ça fait pas fuir la clientèle parce que depuis qu'ils ont ouvert les commandes sur la petite batterie, alors j'ai pas de chiffre ici, mais c'est une part assez importante des commandes quand même, la petite batterie, preuve que beaucoup de gens peuvent se contenter sur un tel modèle de l'autonomie annoncée là sur ce modèle qui est de 310-320 km sur la batterie de 40 kWh. Preuve que voilà, les gens ont quand même compris que c'est un modèle urbain et qui va vraiment servir dans vraiment de second véhicule. Dans la bonne majorité des cas, ce sera le second véhicule du foyer. C'est une information intéressante parce que ça c'est quelque chose qui est un petit peu à contre-courant de ce qu'on avait vu, il me semble que jusque-là, où c'était plutôt les plus grosses Mégane, justement, la plus grosse batterie qui rencontrait le succès. On sait que chez Hyundai et Kia, quand ils avaient une offre, c'était 39 kWh et 64 kWh sur plusieurs modèles. C'était les 64 qui étaient plébiscités à tel point qu'ils finissaient par arrêter la 39. Donc là, on arriverait à un succès des versions d'entrée de gamme des électriques. Ça peut être, mais les voitures dont tu parles, c'est plutôt des compacts, c'est plutôt des voitures un peu familiales, tu vois. Là, une petite, peut-être que ça peut le faire plus. D'accord, c'est vrai. Je pense que les gens, ils ont intégré le fait que c'est vraiment une citadine et ça prouve aussi peut-être elle est vendue pour ce qu'elle va être utilisée, en fait. C'est vraiment. Ouais. Parce que sur une citadine, en fait, même sur la petite batterie, là, t'as une très bonne autonomie en ville, en fait. Mm-hmm. L'autonomie en ville, elle est largement suffisante. Tu vas pas faire 400 km en ville par jour. Donc, mais c'est vrai que quand tu mets peut-être 50, 60 000 balles, un peu moins, mais 45, 50 000 dans une compacte, t'as peut-être plus de mal à te dire, je vais être limité C'est vrai. Parce qu'il y a plus de chances que ce soit le premier véhicule du foyer, peut-être même le seul, tu vois. Donc là, la petite R5, je pense que les gens se disent, souvent, ça va peut-être être la deuxième voiture pour les déplacements urbains, etc. Donc, c'est assez logique, en fait, qu'une petite batterie. En fait, ce qui est pas logique, c'est d'avoir une grosse batterie sur une petite voiture, tu vois.
Même si les premiers à vouloir avoir de l'autonomie, etc., c'est un peu contradictoire, mais dans l'absolu, si on s'en tient à l'utilisation qu'elle est censée avoir, en fait, je trouve ça assez logique. Mais je suis plus sceptique, par contre, sur effectivement, l'absence de charge rapide, quand même, toi. D'autant que j'ai l'impression que ça participe un peu à, il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent pas passer à l'électrique parce qu'ils ont l'impression que ça va durer des heures, le chargement, tu vois. Quand tu leur montres que tu peux faire le plein en une demi-heure, ils sont surpris. Mais si tu leur dis, bah non, celle-là, elle peut pas, tu vois, enfin. Ouais. Ça instaure un peu un doute, je trouve. Ouais. C'est ce que tu disais aussi, JC. Ouais. De toute façon, je pense que l'option CCS, tu le récupères à la fin si tu l'as acheté, si tu l'as pas loué la voiture. Mais une voiture, une Zoé par exemple avec CCS, tu la vends beaucoup plus cher qu'une Zoé sans, quoi, c'est sûr. Évidemment. Florent, t'avais quelque chose à compléter? Ouais, bah c'était pour rebondir un peu sur les prix du véhicule, quoi. C'est moi je dis si vous aimez la voiture mais que vous n'êtes pas pressé vraiment de l'avoir à quelques mois après, moi je vous conseille d'attendre. C'est déjà, comme a dit JC, on va attendre voir la courbe des ventes. Au bout d'un moment, une fois que la ruée des débuts va se calmer, bon bah déjà ça se négociera mieux en concession, parce qu'il faudra quand même faire tourner les usines, quoi. Et puis il y a aussi, ils ont déjà annoncé l'arrivée de nouvelles batteries LFP, donc pour moi c'est censé faire baisser les prix de la voiture. Moi, le jour où ça arrive avec la batterie LFP, ils n'ont pas intérêt à la vendre au même prix. Donc voilà, alors ça serait plus quand même pour 2026. Donc, c'est vrai qu'après il y a, d'accord, est-ce que vous êtes pressé ou pas pressé, mais au moins déjà attendre quelques mois la ruée, et déjà ça se négociera mieux en concession, parce que là, bon, je sais pas, mais je doute qu'actuellement, quand on va dans un garage, il soit vraiment prompt à faire un gros rabais, alors que sur d'autres modèles de la gamme, ils le seront déjà davantage, y compris les électriques. Vous allez acheter une Mégane électrique en ce moment, je pense que le vendeur se fait pas payer pour vous faire une ristourne, et encore plus les Scénic, parce que quand je vois le nombre qu'il y a en stock sur le site de Renault, voilà, donc pas encore les R5, mais en attendant un peu, là, ça se négociera mieux quand même. Très bien. Andy, qu'est-ce que tu as à nous dire en plus? J'abonde avec ce que tu as dit Florent, parce que j'ai l'impression que les carrières des voitures sont un peu en train de changer. Avant, c'était monter en puissance la première année, plateau d'année 2, 3, 4, et puis après ça redescendait doucement. Au milieu, petit restylage. Là, on a quand même la jurisprudence Fiat 500e. Il y a 2 ans, tout le monde trouvait ça génial, ça se vendait comme des petits pains, c'était la voiture électrique la plus vendue en Allemagne, etc. Et là, en gros, ils sont obligés de faire une version thermique, enfin hybride légère, pour faire tourner Mirafiori. Donc c'est quand même vraiment vu le coût que ça va avoir, c'est vraiment désespéré entre guillemets comme coût. Donc la hype autour de la R5, faut s'en méfier un petit peu, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être longtemps, peut-être pas. Et puis ça me fait un peu réfléchir aussi justement à ce prix de la voiture de l'année. C'est un truc vieux comme le monde, ça date des années 60. Et si on prend le palmarès, on s'aperçoit que c'est pas bon. Très sensible à la mode. J'ai pris les modèles, c'est assez rigolo. La NSU RO 80, voiture de l'année 68. Moteur rotatif. Voilà, moteur rotatif, aéro, boîte semi-automatique. C'était la voiture la plus révolutionnaire depuis la DS. Super. Sauf que, en gros, elle a cassé des moteurs rotatifs, en voiture. Voilà. Finalement, c'était peut-être pas la voiture à recommander l'année-là. Plus près de nous, et là, ça va peut-être plus être dans le sujet automobile propre, le Jaguar I-Pace. Voiture de l'année. Quand on voit la triste fin qu'il connaît, voilà, je vais citer Jean-Paul Sartre parce que ça fait stylé. L'existence précède l'essence. Ce qui veut dire que se prononcer aujourd'hui sur une voiture de l'année, c'est quand même un exercice extrêmement difficile. Et tous les trucs de fiabilité qu'on voit en ce moment, Takata, PureTech, etc., tout ça, c'est des trucs qui se réveillent 6 ans après, 8 ans après, 10 ans après. Donc, attribuer un prix de voiture de l'année ou avoir cette ambition-là, c'est très chouette, mais ça a ses limites aussi, parce qu'on peut pas lire dans le futur. Donc, si la question c'était R5 voiture de l'année, on s'en reparle dans 10 ans, j'ai envie de dire. Ok. Victor, un petit complément. Le prix n'est pas un gage de qualité, donc ça on est bien d'accord. Moi j'aimerais conclure le sujet de la R5 sur une conclusion que je déteste faire, mais vraiment c'est
je déteste comparer les voitures à Tesla parce que c'est ça, et ça on va en parler dans la partie 2. Écoute, on a déjà attendu suffisamment pour prononcer pour la première fois le nom de cette marque. Je trouve que déjà on peut allons-y alors maintenant, c'est fait. Mais voilà, là on se trouve quand même dans une situation où une petite R5 pas du tout polyvalente, la plus optionnée, elle coûte quasiment le prix d'une Model 3 d'entrée de gamme. Et c'est là tout le problème en fait du positionnement tarifaire de cette voiture que personnellement je comprends pas. Je comprends pas j'ai du mal à voir un avenir vraiment radieux pour cette voiture. C'est peut-être un peu violent ce que je dis. Mais non, voilà. ça se tient. On peut, pour le même prix, on peut en avoir plus. Après, est-ce qu'on veut forcément plus? Est-ce qu'on veut pas? C'est plutôt une voiture qui se faufile en ville et qui braque bien. Et c'est peut-être ça le premier élément de ta checklist quand tu veux acheter, quoi. Ça y est, on a prononcé le nom, Tesla. Du coup, et ben, ça introduit parfaitement le sujet suivant. Tesla et Musk, c'est un sujet compliqué à traiter en tant que journaliste automobile, de gens qui parlent d'automobile. N'est-ce pas, Florent? Bah ouais, parce que quand on prononce le nom Tesla, on est quand même un peu obligé de prononcer aussi le nom Elon Musk. Voilà, l'homme, c'est la tête de gondole de la marque. Alors, on rappelle quand même que la marque, il l'a pas créée, hein. En fait, il a vite mis les mains dans le cambouis parce qu'en fait, il est entré au capital, de la marque quelques mois après sa création et puis s'est vite occupé du business et il a mis son grain de sel dans la conception des véhicules, donc avec le Roadster, la Model S et puis ensuite les véhicules de grande diffusion, dont ce qui est le célèbre Model Y, qui a quand même été le véhicule électrique le plus vendu en 2023. Mais depuis quelques temps, Elon Musk est devenu un sujet compliqué à traiter pour nous, les journalistes auto que nous sommes, car l'homme est devenu un soutien de Donald Trump. Il travaille même avec lui à la Maison Blanche. Alors, un virage politique qui va de pair avec des déclarations et des gestes de plus en plus douteux qui vont maintenant embarrasser les clients de Tesla et qui gênent aussi les actionnaires de la marque, dont les ventes ont bien chuté en ce début d'année. Alors moi j'introduis un petit peu, c'est des choses qu'on voit souvent dans les commentaires parce que dès qu'on parle de ce que peut faire Elon Musk, il peut y avoir les lecteurs peuvent le voir comme alors je vais te la refaire en français, ça sera mieux. Alors on le voit dans les commentaires d'AP, on a souvent des reproches dès qu'on parle de ce que peut faire Elon Musk en disant vous faites de la politique, on vous demande de parler de voiture. Mais en fait le comportement d'Elon Musk alors qu'il fasse des saluts ou qu'il envoie des cœurs, limite ça d'accord. En tant que journaliste automobile ou de gens qui parlent d'automobile, on n'est peut-être pas qualifié pour le déterminer, quoique. Mais est-ce que au final ça a une incidence sur les ventes, sur l'image de la marque de Tesla? Ça, on peut en être, on peut demander à des propriétaires, on peut regarder des chiffres de vente et dire c'est une conséquence directe. Donc forcément on va en parler. Par contre, effectivement, quand on essaie un nouveau produit de Tesla, on l'essaie sans que ce paramètre justement de Musk arrive dans l'essai lui-même de la voiture et ses qualités en tant que voiture. Donc on peut traiter les deux de façon séparée, mais on se doit de traiter les deux. Et je terminerai juste, je parle beaucoup, c'est que le problème qu'on a aussi avec Musk, c'est en étant journaliste automobile, dans journaliste automobile, il y a automobile et il y a journaliste. Et on sait que Musk, il est très très critique envers la presse qu'il qualifie de traditionnelle et envers la caste des journalistes et qu'il estime toujours biaisé à son encontre, à l'encontre de tout ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Là encore, ça se discute. Mais bon, après, ce qui se discute pas, c'est que c'est aussi le patron de Twitter, j'appellerai toujours Twitter, et qu'il présente comme un média parfait. Du coup, comme ça lui appartient et qu'il a à la fois des billes là-dedans, peut-être que c'est son avis à lui qui est biaisé. Bref. JC, toi dans les commentaires sur la chaîne EV, quand ça parle de Tesla, est-ce que tu vois que c'est vraiment pas des voitures comme les autres à ce niveau-là?
Alors ça a jamais été des voitures comme les autres. C'est la plus grosse communauté, celle qui défend le plus sa marque en fait, quitte à être vraiment de mauvaise foi. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que toi, dans ton cœur, t'as des ressentiments et c'est difficile de pas les faire ressortir dans ce que tu dis ou ce que tu fais. Mais moi, c'est compliqué. En plus, j'ai une Tesla, donc je sais vraiment de quoi on parle, quoi. Je m'en séparerai pas parce que je trouve ça stupide de séparer d'une voiture pour son créateur. Mais j'en rachèterai probablement pas. Et t'en rachèteras pas pour cette raison ou... Ouais, parce que c'est juste une histoire d'argent où part ton argent, quoi. Enfin bon, après c'est mon avis personnel, tu vois. Oui, mais là tu te places à la fois comme personne qui parle d'automobile au grand public et comme propriétaire de Tesla, donc t'as cette double casquette. Mais voilà. Tu peux, j'imagine, arriver à séparer ces deux en étant la personne qui a son expertise en matière de voitures électriques et qui va pouvoir déterminer les qualités et les défauts d'une Tesla. Et tu peux avoir quand même un mur entre ça et ton sentiment de propriétaire et d'acheteur, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est ce qu'on fait depuis le début, ouais. On essaie vraiment de faire la part des choses. Mais tu sais, la mentalité d'Elon Musk, elle transpire dans la voiture aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mal faites, qui sont énervantes, mais tu sais que ça vient d'Elon Musk. Par exemple, supprimer les radars de stationnement. C'est quelque chose qui fait péter un plomb parce que c'était 100 fois mieux avant. Moi, je les ai, c'est génial. Tu sais que ça, c'est la mentalité d'Elon Musk qui impose sa façon de voir, au détriment du bon sens quelque part. Et depuis toujours, en fait, Elon Musk fait partie prenante de la voiture, de ce qu'elle est, de ce qu'elle renvoie. Et moi, je voudrais juste refaire un point. C'est au niveau des ventes. Tout le monde parle des ventes en chute libre en Europe de Tesla. Moi, je dis attention, je suis absolument persuadé que c'est dû au changement de la Model Y, etc., et du changement de gamme et du non-livraison des nouvelles Model Y. Et je pense pas du tout que ça va influer, que Elon Musk il influe autant sur les ventes. Je pense qu'on va faire un petit moins 15 en Europe, moins 20 max, mais pas du tout le moins 60 qu'on a actuellement. Objection de Florent. Ouais, je le voyais, il hochait de la tête comme ça. Ouais, il était pas d'accord. On prend les paris. Moi, je dis on met de l'argent. Si, mais à la fin, tu as reprécisé moins 15, donc là, je suis plus d'accord. C'est-à-dire que il y a effectivement l'effet de la transition du modèle Y, ça c'est sûr, mais il y aura quand même une petite baisse, mais oui, pas de moins 60, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas, et donc toi le premier. Mais justement, moi, je voulais savoir si tu as commencé un peu à répondre à la question, mais visiblement, les actionnaires commencent vraiment à en avoir marre, donc ils vont peut-être réussir à le pousser dehors cette année. Mais s'il le pousse dehors, est-ce que tu peux changer d'avis? Bon, visiblement non, parce que tu parlais quand même de détails de la voiture qui t'agace un peu. Donc, non, mais s'ils arrivent à le pousser dehors cette année, est-ce que tu changerais d'avis? Ah ben, ça dépend. S'il est toujours actionnaire et que finalement l'argent tombe toujours chez lui, c'est compliqué. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il dirige, il y a le fait qu'il soit actionnaire. Le fait qu'il dirige, ça passe encore. La voiture, c'est quand même une bonne voiture. Et puis surtout, au niveau stratégie d'industrialisation, ça fait une voiture au niveau, un rapport qualité-prix qui est complètement imbattable. On en parlait tout à l'heure, mais une Tesla Model Y, ça coûte 36 000 €. Et, enfin, je dirais, c'est vraiment la meilleure voiture à ce prix-là, la meilleure voiture électrique à ce prix-là. Et après, c'est où ton argent va. Est-ce que tu as envie de construire un monde qui va dans le sens d'Elon Musk? Là, c'est un peu plus compliqué. Avant de donner la parole à Victor, moi, je voulais juste revenir. On parle de, justement, il y aura une sorte d'effet d'attente de l'arrivée de cette nouvelle Model Y qui reste un modèle restylé, hein. Est-ce que on a l'exemple de la Model 3, est-ce que elle s'est vendue aussi bien que ça, la restylée? Est-ce que on a eu ce creux avant son arrivée et à nouveau un pic quand elle a été commercialisée? Florent, tu sais tout ça? Alors, je vais pas te donner des chiffres précis. Alors, il y a un contexte particulier en France, c'est qu'il y a eu un creux, ça c'est sûr. Mais après, elle s'est vite cassée la binette parce que il y a eu l'EcoScore qui lui a très rapidement privé de bonus la version Highland. Donc, ce qui fait qu'en France, ça l'a chuté. Par contre, en Europe, sur le marché européen l'année dernière, la voiture a progressé, preuve que la berline intéresse encore, que le modèle Y ne rafle pas de la mise partout en Europe non plus, quoi. Mais oui, il y avait quand même un effet de transition, comme beaucoup de voitures en fait, quoi. Donc, voilà, les clients ils savent, surtout que
Je me souviens qu'il y a quasiment début 2024, on parlait déjà du modèle Y Juniper, et même Elon Musk avait dit, il avait tweeté, je crois, ne l'attendez pas pour 2024. Limite, en dessous, on a dit, je te crois pas, quoi, il va sortir dans quelques mois, tu dis ça pour qu'on achète ceux qui sont en stock, et pour une fois, il avait pas de conneries, quoi, donc il est vraiment arrivé que début 2025, donc c'est vrai qu'il y avait un effet d'attente depuis un moment, ce qui fait qu'ils sont quand même, le prix de 36 000 euros, là, que j'y ai évoqué, c'est grâce à un bonus chez nous, mais aussi à des remises, hein, voilà, Tesla, maintenant, ils sont quand même obligés il y a le modèle Y au long de 2024, il a quasiment tout le temps été proposé avec des remises, quoi. Donc on a quand même besoin de ça aussi. C'est des super voitures, mais voilà, quand on est les usines, il faut maintenant attirer des nouveaux clients. Victor, à toi. Ouais, moi je voudrais parler de la communauté Tesla. Oh là. Alors attention, s'il te plaît. Attention. Il engage Automobile Propre là dans ses propos. Justement parce que ça fait partie des difficultés lorsqu'on aborde le sujet Tesla, c'est la communauté derrière. Donc on l'a dit, les Tesla ce sont les voitures avec, on peut le dire, hein, le meilleur rapport qualité-prix, enfin qualité-prestation, prestation-prix du marché. Et depuis une bonne dizaine d'années, donc les possesseurs de Tesla le savent, ils sont convaincus qu'ils ont fait le meilleur choix possible. Pas toi, JC, hein, moi je parle en général. Hein, c'est ce qui. Non mais c'est la minorité peu silencieuse de la communauté qui s'exprime ainsi, qui laisse ce sentiment. Et ça fait un peu secte. Hein, voilà, si on peut dire, c'est eux, ils ont fait le meilleur choix, et dès lors que on n'est pas exactement en phase avec le choix qu'ils ont fait, eh ben ce qu'on a tort. Voilà. Par exemple, lorsqu'on essaie une voiture, encore une fois, je reviens là-dessus. Si on essaye un semblant de concurrent à Tesla, Ioniq 5, voilà. On essaie la voiture sans mentionner la Tesla Model Y en face, et sans dire que la Tesla fait mieux, on va forcément se prendre des commentaires négatifs de la part de la communauté pour dire oui, mais vous avez pas dit que la Tesla était moins chère, qu'elle avait une meilleure autonomie. Donc pour cette communauté, pour cette partie de la communauté Tesla, tout tourne autour de Tesla, et dès lors qu'on n'idolâtre pas la marque comme il se doit, eh ben on est en tort. Je me souviens en 2023 ou 24, Pierre, corrige-moi, on avait sorti en fin d'année, on avait sorti nos meilleurs essais, me semble-t-il, chez AP. Et voilà, c'était les coups de cœur de l'année. Et c'était l'année où donc la nouvelle Model 3 a été annoncée, donc elle est arrivée sur le marché, mais on l'a pas encore essayé parce que la voiture n'était pas encore arrivée au pare-presse tout simplement, et qu'on n'a pas eu le temps physiquement de monter dedans et de faire un essai. Et donc dans notre classement AP, on a dit que je sais plus ce qu'on avait mis comme classement, mais en tout cas un classement sans Tesla. Oh, mon Dieu, la tornade de commentaires insultants qu'on était payé par Volkswagen, par Renault, par la terre entière pour dire du mal de. Oh là là, c'était n'importe quoi, et c'est vraiment symptomatique de la surréaction de cette communauté. Voilà, je parle beaucoup, du coup je vous laisse la parole. Voilà, moi cette communauté, elle fait partie intégrante de cette difficulté à parler de Tesla. Donc il y a Musk d'un côté, et il y a les personnes, les Tesla fans. Exactement, les fanboys un peu agressifs qui facilitent pas la tâche. Moi j'aimerais bien avoir l'avis de Nicolas sur Tesla, Elon Musk. T'as raison. Enfin, en fait, le sujet est compliqué parce que c'était de toute façon déjà à la base un peu compliqué pour un journaliste de faire un article sur Tesla, toi. Parce qu'effectivement, on va pas revenir, mais tu vois, Victor vient de l'expliquer. Déjà, c'est une marque qui est tellement en fait clivante, tu vois. T'as des mecs qui sont vraiment à fond
à fond Tesla, t'as des anti-Tesla, dans les deux cas, si tu veux, déjà rien que ça, tu peux pas arriver à avoir si toi t'as un avis pour le coup objectif en parlant des qualités, des défauts de la voiture, du prix, de choses très rationnelles, toi, dans ton papier. De toute façon, il y a de chaque côté des gens qui vont te ramener à des trucs qui sont absolument pas rationnels, toi. Ils vont te dire, ouais, mais Elon, c'est un génie, l'autre, il va te dire que c'est la pire des pourritures. Donc, c'était déjà compliqué. À partir du moment où t'as le fondateur de la boîte qui, en plus, devient copain avec Trump, qui, le jour de l'investiture, tu vois, fait, alors, il y en a qui vont dire que c'est pas un salut nazi, d'autres qui vont, tu vois, même là-dessus, les gens arrivent pas à tomber d'accord. Mais, de toute façon, ça pose encore plus de problèmes, tu vois, effectivement. Moi, j'ai fait un papier, là, en début d'année, un peu comme tout le monde, sur la chute des ventes Tesla. Tu vois, j'y suis allé sur des œufs, parce qu'en plus, tu vois, c'était en Dauphiné. Tu vois, j'ai essayé vraiment de m'en tenir aux chiffres, à l'explication, effectivement, de pourquoi l'absence du nouveau modèle, enfin le nouveau modèle qui va arriver éventuellement. Mais tu vois, tu es obligé de peser en fait tes mots en permanence parce que tu sais que tu peux te prendre un missile. Et puis il y a un autre truc dont on parle pas, qu'on n'a pas forcément parlé, mais je vais vous en parler quand même, c'est que Tesla, c'est aussi les seuls, enfin c'est pas les seuls d'ailleurs, parce que j'ai eu d'autres cas récemment, mais c'est quand même des gens qui sont capables de d'appeler le journaliste pour lui dire ce qu'il doit mettre dans son papier, quoi. Donc moi personnellement, ça fait 3 ans que j'ai pas essayé de Tesla parce que ça s'est mal passé avec. Je peux rentrer dans le détail, mais non, allez, si, on va savoir. Le journal un des médias pour lequel je travaille, dont je citerai pas le nom, m'a dit ils vont se faire enculer, on essaye plus en voiture, quoi. Donc parce qu'en fait les gars m'appellent en me disant oui vous êtes pas gentil avec nous, mais ils sont incapables. Donc il y a quand même une pression malsaine autour de ce truc qui est Tesla et qui est devenu c'est devenu plus qu'un constructeur d'automobile, tu vois. C'est déjà, tu disais, on peut plus parler d'une électrique sans. Alors si tu parles de Tesla dans le papier, on te dit ouais, vous pouvez pas faire un papier sans parler de Tesla. C'est exactement ça. T'as autant de mecs qui vont me dire ouais, vous êtes payé par. Voilà, moi, depuis le temps que je suis payé par tout le monde. Si c'était le cas, je vais me dire, je serais plus là. Mais, j'habiterais pas en Normandie, hein. Mais du coup, c'est vrai que ça devient compliqué de parler de Tesla. En même temps, c'est notre métier d'en parler. Donc on est là aussi pour s'en tenir à des faits, on va dire, à des hypothèses crédibles et tu vois. Mais c'est quand même un peu tendu, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Et concernant Elon Musk, tu vois, alors c'est totalement autre chose, mais moi je me demande à quel point en fait il n'est pas déjà peut-être passé à autre chose, tu vois. Je sais plus lequel d'entre vous évoquait le fait que effectivement les actionnaires commençaient à en avoir marre. J'ai lu 2-3 trucs sur la presse éco-américaine notamment là-dessus. Bon, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais je me demande si en fait lui il est pas déjà passé à autre chose, tu vois, et que les petites voitures ça l'intéresse plus. Il veut jouer avec des fusées, quoi, tu vois. C'est une hypothèse, hein, j'ai aucune. Pour le coup, là, j'ai pas d'argument valable pour te dire que c'est ça ou pas, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, moi, tu vois, qu'il est peut-être déjà passé à autre chose, là. Bah, de toute façon, il y a que 24 heures dans une journée, tu vois. Ouais. Déjà, il avait Tesla, SpaceX, il a d'autres boîtes, maintenant, il a le Doge. Il y a Donald qui occupe aussi pas. Voilà, il y a un moment, les actionnaires, ils vont se dire à quel point, et il y a Twitter, je crois qu'il tweet 200 fois par jour. Et comment tu fais tu peux pas gérer une boîte comme ça, je pense que c'est pas possible. Et toi, Andy, t'es bien silencieux. Bon, pour une fois, profites-en. Quelques réflexions à la volée. La première, c'est pas compliqué de parler du produit. Enfin, moi, personnellement. En plus, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on roule régulièrement en Tesla, en tout cas pour ma part. Les qualités, on les connaît, hein, efficience, prix compétitif, infodivertissement, réseau superchargeur, ça c'est clair pour tout le monde. On connaît aussi les limites, hein. L'ergonomie n'est pas au goût de tous. Le système autonome, il y a des grosses guillemets, c'est pas forcément le meilleur aujourd'hui. La réparabilité, on peut se poser des questions avec le gigacasting, etc. Il y a plein de choses. Maintenant, j'enlève ma casquette DCR, je mets la casquette plus business et même actualité générale. La mission de Tesla, et c'est encore écrit sur le site, c'est d'accélérer la transition vers l'énergie durable.
Ouais, ça c'était la phrase initiale. Hein. Voilà, elle est encore officiellement sur le site. Alors là, on va se demander ce qu'il en est, versus le soutien à Trump, drill baby drill, etc. Un autre élément qui fait douter, et ça date bien avant, c'était en décembre 2023, l'ami Elon Musk, il était invité au festival à Tréjus. À Tréjus, c'est le festival de Fratelli d'Italia, des jeunes de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Et il avait dit à propos du changement climatique, l'impression c'est que nous sommes en train d'exagérer à court terme sur ce thème. Donc on se parle quand même de choses qui vont en contradiction avec la mission de Tesla. Voilà, on a le droit de le soulever, de le souligner, qu'il y a une petite contradiction à cet endroit-là, et justement ça me fait aller au point suivant, c'est que je sais que ça va mal se passer si je dis ça. Il y a de défendre le produit jusqu'au bout et le choix jusqu'au bout. Ok. Ça a toujours existé dans les communes automobiles, hein. On est quelques-uns à être trentenaires, quadragénaires. Vous êtes tous un jour frottés aux alfistes qui étaient pas contents, aux Honda qui, on a intérêt de dire que tout ce qui va à moins de 10 000 tours, c'est de la merde. C'est vrai. Ça a toujours existé. Oui, diesel contre essence, Golf contre 205. Voilà. Vous aimez bien une Peugeot, vous êtes payé par Peugeot, vous aimez bien une Renault. Alors ça, c'est les attaques ad hominem. Il y a aussi le whataboutisme. Donc si vous dites tiens, c'est bizarre, il y a une contradiction dans ce que fait Elon Musk, les gens vont vous dire ah oui, mais Volkswagen, ça a été fondé. Voilà. Ouais. Ou les Chinois. Bon, tout le monde, tous les gens qui ont fondé Volkswagen sont morts, hein, a priori, en tout cas, ou alors ils sont. Donc, je pense que on va pas imputer ça à Volkswagen d'aujourd'hui, même s'il y a d'autres choses à imputer à Volkswagen sur les dernières années, voilà. Et puis il y a l'argument de Lénine, genre on fait pas de omelette sans cacher des œufs. Donc l'idée que la transhumanité multiplanétaire justifie que ceci ou cela. Moi, ce qui me fait flipper ou ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est la volonté ultime et aussi forte de défendre un produit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on défend là? Enfin, je veux dire, on a tous nos idéologies, nos sensibilités, nos façons de voir le monde, etc. Se mettre dans des états pareils pour défendre un produit, qui en plus est très bien, me paraît quand même complètement exagéré et un peu flippant sur l'époque. Voilà, ça c'est mon petit truc. Et juste pour finir sur effectivement, on peut pas passer à côté, hein. On peut pas passer à côté tant du côté infogénique que du côté produit, parce que ça serait pas professionnel, moi, en tant qu'essayeur, de ne pas comparer une voiture qui prétend être une concurrente de Tesla à une Tesla. Ça serait pas pro. Et d'un autre côté, sur même la casquette citoyen, jamais. Je sais qu'il est d'usage dans le monde des fans de la voiture électrique d'être, par exemple, très critique sur Carlos Tavares et son comment dire, son bilan. Carlos Tavares avait une qualité, c'est qu'il m'expliquait pas ce que je devais penser de la communauté trans. Oh, le blanc. Je l'ai pas vu venir celle-là. C'est pas faux. On peut pas dire que ce soit faux, ça. Ça, c'est... J'y sais, tu veux enchaîner derrière ça, c'est ouais, non, mais je voulais continuer sur ce que disait Andy, mais sur la défense du produit, c'est un truc qu'on a depuis longtemps avec Apple, par exemple. Et c'est vrai que ça s'est calmé quand même depuis. Mais au début, les Apple fans, là, c'était un enfer aussi. Moi, je voulais dire un truc aussi, en tant que journaliste, qui est compliqué, c'est que Tesla, c'est vraiment la marque de voiture la plus documentée sur Internet. C'est celle qui a le plus de chaînes YouTube, le plus de vidéos. Il y a toutes les nouveautés, les numéros de châssis, tout. Enfin, tout est. Un mec qui s'informe sur Tesla, il sait tout. Alors que avoir des infos sur Renault, Stellantis et tout, c'est beaucoup plus dur. Ce qui fait que pour le journaliste, des fois, si tu maîtrises pas à fond Tesla, je pense que c'est aussi compliqué pour ça, parce que derrière, les mecs qui vont regarder, souvent, ils connaissent mieux que nous, quoi. Donc c'est aussi problématique, et c'est aussi pour ça qu'on se fait parfois ramasser dans les commentaires. Au moins sur la connaissance théorique, sur la connaissance du produit, ouais. Ouais. Des fois, tu peux passer à côté de quelque chose, effectivement, et ou d'une version, parce qu'elles ont pas toutes les mêmes batteries, les mêmes machins, enfin bref. Et enfin, je voudrais dire un autre truc quand même important, c'est que il y a une partie de la commu Tesla qui est hyper relou. Mais t'as quand même beaucoup de gens qui roulent en Tesla, là en commentaire aussi. C'est des gens qui ont acheté cette voiture, enfin ces voitures, parce que franchement elles sont bien, c'est des bonnes bagnoles, pas trop chères, etc. Mais qui savent très bien où elles sont, et qui pourraient très bien passer à autre chose, voilà, qui juste, il y a quand même une grosse majorité pour moi de gens qui savent où se situe leur bagnole et qui sont pas complètement hystériques dessus, quoi. Et je voudrais les féliciter d'ailleurs. Merci les amis.
Heureusement que vous êtes là. Andy, encore quelque chose à dire? Justement, oui, effectivement, il y a plein de... je veux dire, là aussi, il y a plein de nuances et de gris clair, de gris foncé, etc. Et je suis très content. Effectivement, il y a plein de possesseurs de Tesla qui ont comment dire, suffisamment de recul aussi pour ne pas s'énerver ou ne pas rentrer dans des logiques, etc. Après, moi, j'y sais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que justement chez Tesla, t'as jamais de fiche technique. T'as jamais, tu vois, alors que typiquement, tu peux savoir beaucoup plus de choses auprès d'un constructeur traditionnel, soit en consultant les datas de manière plus précise, où en général on va te donner des chiffres vraiment exacts, et aussi même en interrogeant les ingénieurs, etc. Ce que tu peux pas faire typiquement sur des opérations, avec des prêts de Tesla, etc., etc. Ça c'est la petite parenthèse entre guillemets. Voilà, donc pour moi c'est un sujet j'avais pas du tout envie d'en parler, hein, si je dois être honnête. Quand j'ai vu le sommaire, je me suis dit évidemment ça va me tomber dessus, et ça m'est tombé dessus. Parce que on en revient des propos un peu philosophiques, épistémologiques sur notre métier et sur ce qu'on fait. Quelle est la distinction entre l'œuvre et l'homme? Pour reprendre d'autres débats qui méritent d'être soulevés ou interrogés. Voilà, quel est le journaliste, quel est le citoyen dans notre tête? C'est un petit peu des choses différentes. Et moi, ça m'embête parce que c'est un problème passionnant, mais c'est un problème difficile parce qu'il y a la perturbation de toute la trollerie qui empêche justement de réfléchir de manière un peu posée à ces sujets, quoi. Très bien. Est-ce qu'on passe au sujet suivant ou pas? Oui, on va se défendre un peu, là. Mais oui. Allez, le suivant qui va être peut-être qui va mener autant de conversations, autant de commentaires. Autant de commentaires. On va parler un petit peu de voitures chinoises. Ça, c'est qu'on nous a longtemps présenté comme la nouvelle menace, on va dire, en tout cas un raz-de-marée imminent qui allait tout ravager sur son passage, comme si pour les vieux parmi nous, c'est-à-dire quasiment tous, on pouvait dire à l'époque des voitures japonaises, après des voitures coréennes, bon maintenant c'est les voitures chinoises, et finalement est-ce que Florent, il est là ce raz-de-marée, parce que ça commence à faire quelques mois, voire quelques années qu'on en parle, et il me semble pas non plus en voir tant que ça, quoi. Tu me plaçais dans les personnes âgées, moi, ou pas, là, dans ton Écoute, Florent, comme tout le monde, tu vieillis, et je sais pas, hein. Oui, ça, je vieillis. Non, mais ouais, on a la fameuse phrase, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Bon, bah, alors maintenant, ça s'applique un peu, même un peu beaucoup à l'automobile, parce que les constructeurs chinois, ils nous ont longtemps fait rigoler, chez nous, en voyant leurs copies. Sauf que sous l'impulsion de Pékin, ils ont fait un pari, en fait, de miser rapidement sur la voiture électrique, et cette fois, ils ont une réelle avance dans le domaine. Et ça ne fait plus vraiment rire à toute la concurrence européenne et américaine. Alors la stratégie, elle porte ses fruits d'abord en Chine, en fait, parce que les marques étrangères là-bas ont vraiment du mal, et de plus en plus de mal, en fait, elles se refont chasser de Chine, hein. Mais par contre, dans le reste du monde, les constructeurs chinois, ils ont vraiment du mal à percer. Alors chez nous, il y a un contre-exemple, c'est MG, qui a réussi à vraiment décoller grâce à la MG4. Bon, alors depuis qu'elle a perdu le bonus, les ventes se sont effondrées, mais MG a su se rattraper aux branches avec ses hybrides. Mais pour les autres constructeurs chinois qui se sont lancés en France, bon, c'est encore difficile d'en croiser sur les routes, hein, des BYD plutôt, on devrait dire, je pense. Parce que l'année dernière, c'est un peu plus de 5000 immatriculations. Alors, c'est pas ridicule, mais c'est très loin des ambitions affichées, hein, d'autant que BYD, on le voit comme le futur numéro 1 mondial des constructeurs d'ici peu. Mais voilà, en Europe, c'est assez discret. Le Xpeng, autre marque qui tente l'aventure en France, en janvier 2025, c'est par exemple moins de 150 immatriculations. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas, de cette arrivée des voitures chinoises qui se fait attendre? Alors, moi, j'ai un avis bien tranché sur la question. D'accord. C'est que je pense que l'industrie automobile européenne a déjà perdu, au fait. C'est-à-dire que, voilà, je suis assez... c'est positif, ça. Oui, n'est-ce pas? Non, mais... Alors, c'est sûr, si tu travailles dans la rue, tu vois pas beaucoup de BYD, tu vois quand même beaucoup d'MG, effectivement. C'est vrai.
Ils ont frôlé les 40 000 ventes, je crois, il y a 2 ans. Un peu moins l'année dernière, effectivement. Donc, on pourrait se dire, oui, bon, ça décolle gentiment. Les Japonais, ils ont mis 30 ans à vraiment percer, tu vois, en Europe ou aux États-Unis. Les Coréens, je pense qu'ils ont mis 15 ans, quoi. Et je pense que les Chinois, ils vont mettre 50 ans. Et j'ai retrouvé un truc là que j'avais vu en début d'année sur la production mondiale, parce qu'en fait, on regarde ça de France, mais bon, la France, c'est un tout petit pays, tu vois. Et tu as quand même, si tu prends le nombre de véhicules produits par pays, tu vois, je parle pas de ça comprend aussi les véhicules européens fabriqués en Chine, on est d'accord, ou chinois ou d'autres pays qui sont fabriqués en Chine. Mais sur 100 voitures produites dans le monde l'année dernière, en 2024, tu en as quand même 32% qui sont fabriquées en Chine. Si tu regardes la France, on est entre la Pologne et la Slovaquie, en gros, on est à 1,6%. Et si tu regardes les autres pays européens, tu tapes même en Allemagne, on est à 4%, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 100 bagnoles qui sont produites tous les ans dans le monde, tu en as une sur 3 qui est fabriquée déjà aujourd'hui en Chine. Et ce qui me fait dire qu'ils ont déjà gagné, c'est qu'en fait, là, ils arrivent, on le voit, en fait, ils arrivent avec des véhicules. Moi, j'étais persuadé il y a 10 ans qu'ils viendraient avec des véhicules à 15 000 balles et qu'ils attaqueraient par le bas, en fait. En fait, ils arrivent avec des véhicules à 50, 60, voire même plus cher que ça, où ils font des marges énormes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, ils essaient de nous vendre... Je suis pas persuadé qu'ils soient aussi focalisés que ça sur le volume, mais ils essaient déjà de faire de la marge. Tu vois. On voit avec BYD qui arrive avec des voitures qui sont beaucoup plus... Enfin, qui étaient quand même au départ nettement plus chères que les Tesla, par exemple. Et puis, bon, ils ont commencé à baisser le prix un peu. On sent qu'ils ajustent un peu le tir. Mais leur objectif premier, je pense, dans un premier temps, c'est de faire de la marge chez nous. Parce que ils se disent, on va vendre des bagnoles en Europe et on va essayer de faire de la marge. Les mêmes voitures vendues en Chine sont vendues moitié moins cher, tu vois. Donc je pense qu'ils ont quand même une belle marge de manœuvre. Et puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est la force de frappe, parce que je crois que chez BYD, tu as quelque chose comme 90 000 ingénieurs. C'est-à-dire que là où chez Peugeot, on vire tout le monde, tu vois. Je pense que si t'as 3 mecs qui travaillent sur un truc, tu vois, sur un logiciel chez Peugeot, il doit être 500 chez BYD. Donc, je me dis qu'avec une force de frappe comme ça, et puis déjà une hégémonie, parce qu'en fait, il y a une voiture sur 3 qui est faite en Chine, dans le monde, et t'as les composants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ta voiture européenne, japonaise ou américaine, j'aimerais bien connaître la part des composants chinois, mais c'est de plus en plus, quoi. Donc, ne serait-ce que la batterie, même. Et bien sûr, déjà, la batterie qui représente la moitié du prix de la voiture, quoi. Donc, je te dis, pour moi, en fait, ils ont... c'est mort. Je pense que l'industrie européenne automobile, elle existe déjà quasiment plus, puisqu'en fait, aujourd'hui, en France... t'enlèves Toyota, il reste plus grand-chose de produit en France. Heureusement qu'il y a Toyota comme constructeur français, parce que les autres, ils produisent en Slovénie ou au Maroc, quoi. Donc, je vois pas la question. Après, est-ce que leurs marques elles vont percer à court terme en France? Peut-être pas, tu vois. Mais BYD, t'inquiète pas, ils vont être très patients. Et puis, je pense que, puis on voit déjà là sur les 2-3 derniers mois, ils sont à 600 bagnoles par mois alors qu'ils étaient à 150 il y a un an. Ça va. Et puis les produits sont bons en plus, là. Les produits sont bons. Moi, la première fois que j'ai essayé une BYD, c'était la Dolphin, là. Ouais. C'était très dur parce que... Avec les pneus, là. J'avais failli me planter, clairement, au bout de 3 km, premier virage, c'était un peu compliqué. Sauf qu'en fait, j'en ai essayé une il y a pas longtemps. J'ai dit, ah ouais, ok, bon, tu vois, c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Tu prends une cile, alors tout n'est pas parfait, tu vois, mais il progresse trop vite pour ne pas gagner à la fin. Il y a une montée en puissance rapide. Ouais. Pour moi, c'est déjà mort, tu vois. Mais, Victor, qu'est-ce que tu nous en dis? Ah bah écoute, moi j'ai bossé un peu mon sujet, hein, j'ai préparé quelques chiffres. Comme il se doit. Voilà, exactement. Donc le marché de la voiture chinoise, déjà, il faut se poser la question, c'est quoi une voiture chinoise? Est-ce que c'est une marque chinoise? Parce que auquel cas MG n'est pas une voiture chinoise. Est-ce que c'est... Il y a même
même eu une faille dans la définition de la voiture chinoise. Il y a eu amalgame entre assemblé en Chine et produit. Et voilà, il y a fabriqué ou assemblé. Voilà, il y a une faille qui avait été exploitée par Stellantis avec Leapmotor. Enfin bref, les chiffres. Donc, premier semestre 2022, la part des voitures chinoises en France représentait 0,7%. Donc, c'est à peu près 6000 bagnoles. Hein. C'est principalement du MG comme tous les ans. En 2023, alors que les MG et toutes les voitures chinoises sont encore éligibles au bonus, on est à 1,7% de part de marché, avec presque 16 000, donc 15 750 véhicules vendus entre janvier et juin. Donc c'est pas mal. Mais en 2024, les choses changent radicalement pour les Chinois, puisque comme on sait, on a la prime à la conversion a sauté, le bonus s'est durci. Et on est passé de 1,7% de part de marché à 1,28 précisément, avec 11 718 véhicules chinois vendus précisément. Et là, fin 2024, c'est de pire en pire pour on va dire pour la vie d'une voiture produite en Chine et de pire en pire en France. Leapmotor, par exemple, qui a tenté une percée en Europe. Ceux qui ont essayé la T03, voilà, c'était pas fameux, hein. Mais il y avait quand même un potentiel qui a été senti par Stellantis, donc qui a pris la marque un peu sous son aile et qui a surtout exploité donc la fameuse faille, on va dire, dans la législation, donc sur la fameuse voiture chinoise. Donc il y a le texte officiel décrivait la voiture chinoise comme étant assemblée dans une usine chinoise et non pas produite dans une usine en Chine. Enfin, il y a un truc comme ça, ce qui fait que les voitures semi-assemblées arrivaient en Pologne dans une usine Stellantis où les T03 finissaient d'être montées, assemblées, et ce qui faisait que, aux yeux de la loi, les petites Leapmotor étaient considérées comme éligibles au bonus. Elles arrivaient très assemblées quand même. Hein. Pardon ? Apparemment, elles arrivaient très assemblées. Oui, bah oui. Ils mettaient les enjoliveurs à la fin. Mais... Ils gonflaient les pneus. Okay. Allez. Mais ils ont eu raison d'exploiter cette faille. Hein. Bon, ça a pas duré longtemps. Hein. Visiblement, ça a duré que quelques mois avant que le texte de loi ne change. Et aujourd'hui, donc la fameuse Leapmotor n'est plus éligible au bonus, tout comme la plupart toutes les voitures chinoises. Mais dans les voitures chinoises, il faut comprendre aussi les Volvo, avec qui sont produites en Chine et qui font partie de Geely. Le X30, le X30, et il va à partir de cette année ou l'année prochaine être fabriqué en Belgique aussi. Voilà, donc là, ça rapatrie la production et c'est tant mieux. Du coup, là, voilà, on a une montée un petit peu en puissance ça commence à arriver un petit peu les voitures chinoises à se vendre, et puis il y a eu des barrières un petit peu artificielles, on va dire, par la législation qui leur donne un petit coup d'arrêt. Mais est-ce qu'au final, c'est un peu reculé pour mieux sauter après, et comme le disait Nicolas, ils vont s'adapter, ils vont ouvrir des usines en Europe, ils vont vendre moins cher, et du coup, ils auront même pas besoin de bonus pour être moins cher que les européennes avec bonus. Bon, ça paraît, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu inévitable, cette arrivée massive, quoi. Andy, toi, t'es en Italie et il y a notamment Polestar qui est vendu, qui arrivera bientôt. Oui, il y a même de Jaeco et des trucs comme ça. Puis il y a les DR qui sont des Chery réassemblés en Italie du Sud. Enfin, il y a quelques originalités d'ailleurs. C'est un marché un petit peu différent, hein, qui est encore très très lent sur l'électrique, hein. On est repassé sous les 4% de part de marché, donc on est encore loin des moyennes françaises, etc. Puis il y a un électroscepticisme dans l'air qui est quand même vraiment très très poussé par rapport à ce qu'on a en France. On va reparler politique là, attention. Oui, non, ouais. Sur la Chine, il y a quand même quelques trucs que je voulais souligner.
Et parce qu'on nous parle du rouleau compresseur hein, qui va nous exploser l'industrie européenne, etc. Et on nous parle rarement soit des contradictions internes au marché chinois, soit des problèmes qu'ont les constructeurs chinois, soit de l'aspect culturel qui est quand même pas si négligeable. Alors, juste quelques réflexions. Déjà, il y a les barrières douanières qui ont été mises en place pour SAIC, donc MG, hein, c'est 10, donc ça c'est le taux normal, plus 35, donc ça leur fait 45 dans la tronche. Hein. Donc, pour faire des marges derrière avec ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Sachant qu'en plus, le best-seller chinois en Europe, c'est la MG4, qui était exactement une voiture qui répondait aux attentes des Européens. Grosso modo, une Mégane moins chère, pour la faire de manière un peu brutale. Donc cette voiture-là, on l'a un peu mise sur le côté. On voit que les Chinois, les marques chinoises, je pense par exemple à MG, mais aussi à BYD. Quelle est la BYD la plus vendue en Europe aujourd'hui? C'est la, ça va me revenir. C'est le. Non. La Seal? La Dolphin? Dolphin. Non, pas. T3. Hybride, les amis, c'est le. Silio. Il va me revenir. Silio. Voilà, le Silio DMI. C'est le modèle BYD le plus vendu en Europe. Ce qui veut dire que, étant donné qu'il y a les droits d'importation uniquement sur les véhicules électriques, ils sont en train de réorienter la stratégie vers les hybrides. Et on le voit aussi avec la MG3, qui s'attaque directement au Yaris et au Clio. Donc ça, ok, ils ont réagi vite. Ils sont en train de changer un peu le fusil d'épaule parce qu'au départ, c'était toujours du 100% électrique. Il y a une autre réaction qui est en cours, c'est celle de produire en Europe. Alors, il y a Polestar qui va faire son petit SUV. Il paraît que ça sera en Slovaquie. Ça, c'est les rumeurs de presse. XPeng discute. Alors, il y a déjà des échanges capitalistiques avec Volkswagen. Donc, on pourrait se dire que des usines Volkswagen un petit peu sous-utilisées comme Dresde ou Osnabrück. Il y en a quelques-unes, ouais. Ça pourrait servir à ça. Je pense que là, on attend les élections allemandes avant de dire quelque chose parce que le sujet, il est extrêmement explosif d'un point de vue politique. BYD, ils sont en train de faire leur usine à Szeged, en Hongrie. Leapmotor, ils réassemblent, c'est ce qu'on vient de dire, déjà des voitures en Pologne. Chery a repris une usine à Barcelone. Donc, clairement, ça va très très vite sur rechercher des sites en Europe. Vu qu'il y a des surcapacités industrielles, ça va être assez facile pour eux. En revanche, ce dont on se parle rarement, c'est que le marché chinois, il y a grosso modo 50 constructeurs. Va y avoir des morts, beaucoup. Il y a quand même des choses qui se passent, on va dire, tectoniques en Chine. Alors, je pense par exemple, là, il y a Dongfeng et Chang'an, donc 2 constructeurs publics qui veulent s'allier, et c'est très rare en Chine, parce qu'en fait, ce qu'on perd de vue, c'est que, il y a beaucoup d'initiatives privées. Les plus connues, c'est Geely, BYD, XPeng, Leapmotor, etc. Ça, c'est des hommes d'affaires qui ont fait du business, et qui ont créé leur constructeur et qui voilà, des pures initiatives privées. D'un autre côté, il y a des gros groupes publics, SAIC, Dongfeng, GAC, etc. Et tel ministère ou telle région va défendre son champion, et c'est très difficile de parvenir à des rapprochements, à des consolidations, etc. Donc, il va y avoir des morts chez eux. Leur priorité, c'est d'avant tout de survivre en Chine. Et quelque part, Leapmotor, l'opération avec Stellantis, c'est avant tout destiné à assurer la survie de la marque parce que ils vendent 150 000 voitures par an. C'est pas grand chose, hein. Ils ont besoin d'exporter de toute urgence en Europe pour essayer de survivre. Et en fait, ce truc-là, si on le prend dans cet ordre-là, on s'aperçoit que pour certains, ce sera la priorité de balancer des voitures sur le marché européen, mais avec les barrières douanières, ça va être plus compliqué que ça en a l'air. Pour d'autres, ça va être on va d'abord se concentrer sur la survie en Chine, qui est un marché qui va être de plus en plus fermé entre guillemets aux constructeurs étrangers. Et le troisième point, c'est que on va avoir des situations où finalement on revient à des logiques continentales, comme on a toujours connu dans le monde de l'automobile, où les Américains globalement ils vivent un peu dans leur coin, jusqu'à ce qu'il y ait des usines japonaises qui s'implantent et les marques japonaises s'implantent. Nous, on va commencer à avoir les usines européennes de constructeurs chinois. Ok, ça va se normaliser comme ça. Et en Chine, ce sera un marché plus ou moins fermé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et en plus, il y a le facteur culturel. J'ai toujours acheté une Renault. Pourquoi je changerais? Si c'est 30% moins cher, on peut s'en parler. Si c'est 1% moins cher, qu'est-ce que je vais m'embêter avec ça? Et dernier point, c'est un responsable d'un constructeur qui veut s'installer en Europe. Il me l'a dit il y a quelque temps. L'Europe, c'est l'Himalaya pour eux, hein.
Ils savent qu'on est les consommateurs les plus chiants et les plus différents. Nous, la voiture qui sonne de partout, ça nous fait pas rire. Nous, un comportement un peu pas très rigoureux, ça nous fait pas rire. C'est très très difficile. C'est très difficile pour eux aussi. Et si on prend de l'autre côté de la lorgnette, on s'aperçoit que c'est pas si facile de s'implanter en Europe. Très bien. Nicolas, tu voulais enchaîner là-dessus. Et après, on aura la parole à JC quand même. Ah oui, je rebondis juste vite. Vas-y, rebondis. Parce que j'ai fait un papier là, cette semaine dans le Dauphiné justement là-dessus. C'est une étude qui s'appelle Chinese Automobile Brand Impact Study. Donc en fait, c'est un cabinet qui a fait une étude qui a demandé aux Européens à quel prix, déjà, est-ce qu'ils sont prêts ou pas à acheter une voiture chinoise. Donc spontanément comme ça, tu en as quand même une majorité qui te répond non. C'est-à-dire que tu as un automobiliste européen sur 5 qui est prêt aujourd'hui à te dire oui, je veux acheter une voiture chinoise au prix que c'est actuellement. Et par contre, il leur a posé une deuxième question qui est intéressante, c'est à partir de quelle remise vous seriez prêt à acheter chinois? C'est-à-dire que t'as 8 personnes sur 10 qui disent moi j'achèterai jamais chinois. Oui, mais bon, à partir de quelle remise tu serais prêt à changer d'avis? Et la moyenne des réponses lycée, c'est 27%. C'est-à-dire qu'à 27% moins cher qu'aujourd'hui, ils seraient prêts à acheter chinois, toi. Donc c'est quand même une question de prix. Et pour 10% d'entre eux, une simple baisse de 10% du prix suffirait en fait à franchir le pas. Et en fait, ils expliquent que encore aujourd'hui, du fait du manque d'image des BYD, des MG, etc., des Xpeng et compagnie, en fait, t'as comme 72% des gens qui restent un peu méfiants, tu vois, spontanément, si tu veux, ils vont pas aller vers une marque chinoise, sauf effectivement si elle est 30% moins chère qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était juste pour remettre un petit point de contexte dans le truc. Et donc il y a un autre aspect, c'est que pour la première fois cette année, tu as 2 marques chinoises qui sont rentrées dans les 25 marques automobiles les plus connues en Europe, qui sont citées spontanément quand on demande aux gens citez-moi 25 marques de bagnoles, tu vois, ils vont citer Peugeot, Renault, Toyota, etc. Et pour la première fois cette année, il y a MG qui est 22e et BYD qui est 25e. Donc ils partent encore de très loin en image, mais je pense que c'est sur une question de tarif, en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, de tarif et d'adaptation au marché. La MG4, ça nous plaît parce que ça a marché avant qu'il y ait les barrières de rien, parce que c'était une bagnole parfaitement adaptée au marché européen. Voilà, c'était la bonne bagnole qui était, et puis c'était une des rares, c'était un peu la première électrique compacte qui était pas plus chère qu'une Territ, enfin, c'est un peu ça, quoi. Puis la voiture était bien, donc oui, voilà. Ouais. JC, est-ce que à la chaîne EV, vous avez régulièrement des voitures chinoises maintenant, j'imagine? Ouais. C'est quoi votre ressenti là-dessus? Déjà, je vais juste rebondir sur l'adaptation. Moi, on a eu la chance d'essayer 2 Xpeng, une G6, une G9, et que Xpeng nous pousse des mises à jour pendant l'essai, nous pousse des bêtas. Et entre le début de la G6 et l'essai de la G9, il y a eu 4 mois, 5 mois. Déjà, la voiture, c'était vraiment adapté au marché français déjà. Enfin, en tout cas, européen. Le régulateur de vitesse, il était limité à 130. Ils l'ont poussé à 150. Les aides à la conduite étaient mieux. Enfin, il y a plein de choses. Le truc avec les Chinois, c'est que ça va très, très vite. Moi, vraiment, aujourd'hui, en tant que fan de voitures électriques, les bagnoles qui me font rêver, elles sont chinoises. Ou allemandes, quand même, faut pas déconner. Mais c'est vrai qu'une Xiaomi SU7, je crois que c'est vraiment la voiture dans laquelle j'ai le plus envie de m'asseoir pour voir ce que ça vaut vraiment. Je voudrais dire que, enfin, moi, en fait, le truc, c'est que jusqu'à présent, les Chinois, ils sont arrivés en France et en Europe avec des produits qui étaient pas forcément meilleurs que les produits européens. Mais là, en ce moment, t'entends parler d'évolution tech et surtout au niveau des batteries et de la recharge, qui sont complètement folles. Là, on arrive à des voitures qui chargent en 5,5C, c'est-à-dire, c'est des voitures qui chargent en 10 minutes. Le jour où ces voitures-là arrivent en Europe, c'est gros coup de vieux pour l'industrie européenne, vraiment. Et ces voitures-là vont faire, tu vois, elles donnent envie. Et en plus, ça évolue très vite. Il y a du tech, il y a du dev. Donc, les softwares, c'est du SDV. Alors ça, on en a pas parlé, mais en fait, les constructeurs chinois, la plupart, ils ont la main sur toute la voiture, c'est-à-dire qu'ils peuvent pousser sur une mise à jour
un comportement complètement différent de la bagnole, alors que nous, Européens, jusqu'à présent, le système de régulateur, il est pas lié au système de freinage régénératif, qui est pas lié aux caméras, qui est pas lié à ceci, et tu peux pas faire travailler le tout ensemble. Les Chinois, ils peuvent. Donc, par exemple, Xpeng, mise à jour, hop, t'avais un mode sentinelle, c'est-à-dire comme Tesla, tu sais, quand quelqu'un approche de la bagnole, la voiture filme. En Europe, c'est plus compliqué, j'imagine, parce que le système des caméras, c'est fait pour les aides à la conduite et tu peux pas le rapatrier dans un truc central. Bon, t'as compris. Donc, bref, les Chinois, c'est plus tech, et je trouve que, par exemple, Xpeng en France, ça commence à concurrencer Tesla, même dans le cœur des amoureux de la voiture électrique. C'est-à-dire, on commence à avoir des Xpeng fans et tout. Et c'est la première marque chinoise, moi, que je vois qui vraiment... c'est vraiment une super caisse. Et en plus, les évolutions sont très, très rapides et c'est assez impressionnant. Mais je crois toujours en l'Europe parce que, comme tu disais, Andy, je trouve que l'Europe, c'est un marché avec des goûts, etc. Et moi, quand je me pose dans une BM, bah, c'est pas aussi tech, c'est pas aussi nanan, mais c'est quand même mortel. Et tu sors avec un sourire que t'as pas forcément quand tu sors d'une G9, même qui est beaucoup plus puissante. Donc, je suis hyper partagé, mais c'est vrai que, en tout cas, en ce moment, toute l'actu, toutes les nouveautés, toutes les dingueries qu'on peut entendre sur la voiture électrique, ça vient de Chine. On l'a pas encore, ça arrive. Et là, il y a des voitures, je pense, dans les 2 prochaines années qui vont être vraiment dingues, quoi. Et nous, nos ID4 et nos Renault Scénic, à côté, ça a commencé à devenir craignos, quoi. Andy, on termine avec toi sur ce sujet-là avant de passer au suivant. Alors d'accord avec toi sur les mises à jour, effectivement. Après, il y a, je sais pas, 500-600 millions d'Européens qui sont pas tous complètement idiots. Là aujourd'hui, par exemple sur Neue Klasse, donc la future plateforme BMW, ils travaillent justement sur un cerveau entre guillemets unique pour avoir la possibilité d'en faire plus du point de vue logiciel. Donc il y a quand même, enfin, justement, toute cette approche peut-être un peu plus tech, elle commence à rentrer chez les constructeurs européens. On peut se dire aussi qu'avec l'expérience et les goûts, etc., ça va se lisser entre guillemets. Mais voilà, ce truc c'est quelque chose que j'entends beaucoup, je lis beaucoup, etc. Les constructeurs européens, c'est les Kodak de demain, c'est les Nokia de demain. Ils ont rien compris, ils sont à la rue, etc. Ça me paraît, si on me dit, dans 10 ans, 20% du marché sera trusté par des marques chinoises, je le crois tout à fait. Si vous me dites c'est 90% et tous les gros groupes européens vont mourir, je suis un petit peu plus sceptique, excusez-moi. Non, mais je pense que des gens comme Renault, ils ont pris le pas, ils ont pris le pli. Je pense que Renault, c'est des gens qui ont un petit peu peur, je trouve, dans leurs produits, et ils avancent vraiment à tâtons. Et je pense qu'ils pourraient se lâcher un peu plus. Par contre, je vois Stellantis, je commence vraiment à me poser des questions. Alors, je sais pas ce qui va se passer dans l'ère après Tavares, mais je trouve qu'ils ont accumulé beaucoup de retard, je vois pas grand chose arriver. Il y a pas beaucoup de belles déclarations, et pour des groupes comme ça, j'ai vraiment peur, quoi. Volkswagen, ils ont fait une alliance, ils ont investi dans Rivian, ils ont investi dans Xpeng, donc eux, ils ont tout pigé. Enfin, je pense que très rapidement, Volkswagen va faire des voitures électriques géniales. BM, Mercedes aussi. Non, en fait, ouais, je pense comme toi. Je pense que les Européens, juste ils se sont pris un peu tard. Ils y ont pas forcément cru. Beaucoup ont rigolé de Tesla au début, alors qu'il aurait fallu prendre ça au sérieux un peu plus rapidement et s'y mettre. Mais ouais, voilà, non, je suis exactement comme toi. Je pense que les Chinois vont prendre leur place. Je pense que les Européens vont suivre, mais que les Européens ont une culture de la voiture européenne et que ça plaira toujours aux Européens et que jamais, enfin voilà, tout ce qu'on lit sur LinkedIn, la fin de l'automobile européenne, on doit suivre les mêmes personnes à cause de l'Europe. Non. Bien, on passe au sujet suivant qui se trouvera être le dernier. On va parler des voitures hybrides. Les voitures hybrides, on a longtemps vu ça comme une sorte de catégorie étape entre le thermique et le 100% électrique, et avec une sorte d'évolution naturelle des ventes qui allait passer thermique, hybride, puis après électrique. Et puis, mais depuis quelques mois, on a un regain d'intérêt pour la voiture hybride. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que les voitures hybrides ont encore leur mot à dire, Florent ? Avant d'en débattre, quelques chiffres de vente pour un peu situer le marché.
En janvier, la part de marché des électriques, je parle bien des électriques, était de 17,4%. C'est bien, mais en fait, en France, là. Oui. C'est bien, mais les hybrides font nettement mieux, en fait. Parce que en janvier, le full hybride, donc la vraie hybridation, on met de côté les 1000 hybrides, ce qu'on voit de plus en plus chez Stellantis, mais pour moi, bon, ça sera un autre débat, mais pour moi, c'est pas une hybridation, ça, c'est pas une vraie hybridation. Voilà, la part de marché des full hybrides en janvier en France, c'était 23,6%, et c'est en nette hausse par rapport à un score d'il y a un an qui était à 17%. Bon, alors le marché des full hybrides, il est quand même surtout tiré par deux groupes en France, c'est Toyota et Renault, et je parle vraiment de groupes parce que par exemple chez Renault, Dacia a s'y est mis et a bien fait de s'y mettre. Alors déjà c'est pour son bilan CO2 et sa marge dans les ventes, parce que le dernier Duster, il existe en hybride et en France c'est une vente sur deux. Alors par contre le full hybride est vraiment en forme. En revanche, l'hybride rechargeable confirme vraiment son déclin, que ça soit en France ou en Europe. Pourtant, il y a quand même pas mal de nouveautés qui sortent, parce que les constructeurs y croient encore. Il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers mois chez Stellantis ou encore au sein du groupe Volkswagen. Très bien. J'ai envie de commencer avec JC sur cette question-là, parce que chez NEV, on n'essayait pas d'hybride. Non, mais j'ai fait comme tout le monde, moi. J'avais un thermique 6 cylindres diesel qui consommait 10 litres au 100, et je me suis dit, c'est pas bien. Je suis passé à la Prius Plus. Ensuite l'Ioniq hybride et ensuite l'Ioniq électrique. Donc moi je voudrais juste dire un truc, c'est que pour l'instant la voiture électrique c'est pas accessible, enfin c'est pas fait pour tout le monde. Si tu peux pas recharger chez toi, la voiture électrique c'est un enfer, faut le dire la vérité. Enfin disons que c'est un recul dans ta qualité de vie quand même. Et je pense que du coup l'hybride a toute sa place tant qu'on n'a pas des bornes partout dans tous les immeubles, dans les villes, c'est pas la peine. L'hybride c'est bien. Par contre, moi, j'ai une question. Mon hybride, j'ai jamais consommé en dessous de 4,5 litres, 4,7 litres. Et aujourd'hui, t'as des diesels qui peuvent tourner dans ces eaux-là. Et du coup, quel est le vrai avantage? Je ne sais pas trop. C'est la question que je me pose. C'est peut-être pour épurer un peu les villes, parce que c'est vrai que l'hybride en ville consomme moins, etc. Il y a moins de rejets, etc. Mais bon. Mais oui, l'hybride à fond. Allez-y. C'est une super occasion de s'y mettre. Tu roules en hybride. Quand tu passes en électrique, t'es content, t'as envie de tenir ton électrique le plus longtemps possible, et puis tu te dis un jour, tiens, si c'était tout le temps électrique, ce serait pas si mal finalement, et zou. Par contre, le PHEV, j'ai jamais compris. T'es obligé de pouvoir recharger chez toi, le PHEV, sinon ça n'a absolument aucun sens. Du coup, si tu peux recharger chez toi, vas-y à fond, on roule en électrique, parce que le PHEV, c'est une mauvaise électrique, c'est une mauvaise thermique. Parce que les gens disent je consomme 2 litres au 100 avec mon PHEV, mais mec, tu consommes 20 kWh au 100 à côté, donc c'est pas fou non plus. Donc voilà, le PHEV, je comprends que ça décline, et je comprends que l'hybride, ça... Puis c'est cool, l'hybride c'est bien, rouler en électrique en ville, ça fait toujours plaisir, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a aussi une question de coût, parce qu'on reste focalisé toujours, l'acheteur. On le voit dans les commentaires, c'est que reste focalisé sur le prix d'achat et voit toujours pas, malgré le fait qu'on le répète à longueur d'article, qu'il faut voir l'expérience de la propriété du véhicule, de l'achat, et puis après 10 000, 20 000, 30 000 kilomètres pour avoir le vrai coût complet de l'utilisation de la voiture. Et si on voit justement que la question du prix d'achat du véhicule lui-même, l'électrique, ça reste plus élevé qu'une voiture même hybride, qui est un peu plus chère qu'une thermique pure, et ça peut avoir son utilité. Après, moi, pour l'hybride rechargeable, j'ai tendance à dire, ça peut être aussi à une étape, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas, j'en sais rien, mais de te familiariser justement avec le principe de la recharge. C'est un univers avec des unités, c'est là où tu vas vraiment parler de kilowattheures, de format de prise, de réseau de charge, d'applications pour trouver tes bornes. Et est-ce que ça peut être encore considéré comme un peu l'antichambre de l'électrique, comme ça a été présenté? Voilà, j'ai rien de dire, une énormité, visiblement. Vas-y, j'essaierai pour moi, puis après, on laissera la parole quand même à nos petits camarades. Non, mais oui, il y a toujours des gens qui ont peur, et vaut mieux qu'ils passent à l'hybride rechargeable que rester au diesel pour tester, mais moi, je trouve que très rapidement, tu te dis, mais pourquoi je me trimballe un moteur, et en plus, les révisions coûtent le double, et puis les risques d'incendie c'est l'hybride rechargeable qui prend le plus feu, faut le dire aux gens quand même.
Tout est, enfin, le risque de panne est double. Je ne comprends pas le concept. C'est vraiment pour se rassurer pour les longs trajets, mais en fait, louez une voiture électrique, faites un long trajet, renseignez-vous un peu avant quand même pour être à peu près, et vous verrez que franchement, les longs trajets sur autoroute, c'est vraiment les doigts dans le nez, quoi. Donc, combien vous faites de longs trajets par an? Est-ce que c'est vraiment utile de se trimballer un réservoir, un moteur thermique, une batterie, un moteur électrique, gérer les pleins, les charges et tout pour 2 trajets par an qui se font super bien sans moteur thermique. Mais bon. Victor, est-ce que tu as des choses à dire sur ce sujet-là? Eh bien, tout à fait, puisque je bossais mon sujet. Est-ce que tu as préparé? Absolument. Absolument. Et j'aimerais commencer par un truc un peu chiant, qui est la définition d'une voiture hybride. Oh là là! Parce que c'est le système Honda qui est pas pareil que le système Toyota qui est pas pareil, parce que est-ce qu'il y a une boîte de vitesse ou pas? Est-ce qu'il y a 2 générateurs ou pas? On va parler de la définition telle qu'elle est inscrite au journal officiel. Et, donc, définition officielle, 2 points. Véhicule dans la propulsion, donc véhicule hybride est un véhicule dont la propulsion est obtenue par l'association d'un moteur thermique et d'une ou plusieurs machines électriques. C'est tout. Donc, à aucun moment, aux yeux de la loi, la voiture hybride n'a d'obligation de se mouvoir à l'aide de l'électricité. Donc, au début, on parlait de Flo, tu as fait la différence entre une voiture hybride et micro-hybride. Voilà, micro-hybridée. Mais en fait, légalement, il n'y a pas de différence entre les deux, et c'est là pour moi tout le problème en fait de l'hybride aujourd'hui en France en tout cas. Je vais name dropper, voilà, comme ça c'est fait. Allez. Suzuki Swift hybride et Toyota Yaris hybride. Ce sont 2 voitures radicalement différentes qui portent fièrement un énorme logo hybride à l'arrière. Il y en a une qui est vraiment hybride, l'autre pas du tout. Et les deux ont droit aux mêmes avantages, donc la même critère 1, etc. Et il y en a une qui est vraiment, on va dire, écologique, made in France, tout ça. Et l'autre, voilà. Et l'autre, un pauvre alternodémarreur qui sert à soulager le moteur thermique quand on sait pas trop quand. Voilà, il y a une notion un peu floue de qu'est-ce qu'est une voiture hybride. Et je pense que nous on est un peu dans le milieu. Du coup, on sait différencier une HEV d'une mid HEV, voilà. Mais Jean-Michel, tout le monde, quand il va chez son concessionnaire, honnêtement, il dit ah mais génial, l'Inis hybride, waouh, je vais enfin devenir écolo. Mais en fait, pas du tout, mon gars. T'es pas en train de devenir écolo. Tu t'es fait, voilà, t'as juste pas fini ta phrase. Un badge. Donc voilà, ça c'est un peu la base de ma réflexion, c'est que il y a plein de hybrides différents et nous aujourd'hui on va parler plutôt de vrais hybrides, donc l'hybride qui permet, donc l'hybride non rechargeable, donc l'hybride qui permet à la voiture de rouler tantôt en électrique, tantôt en thermique. Voilà, ça c'est je suis un peu comme JC. Je ne comprends pas je comprends pas beaucoup moins l'intérêt du PHEV au quotidien, parce que effectivement le challenge principal d'un véhicule rechargeable, c'est de pouvoir charger chez soi. Bah, si tu peux charger ton PHEV, autant passer à une full électrique, parce qu'au quotidien, en étant le plus pessimiste possible, tu vas faire 200 km par jour pour aller au travail. Et, putain, si tu fais plus, il faut changer de travail, hein, faut pas. Ouais, voilà. Et donc pour le PHEV, pour moi, c'est un sujet à part, parce que ça a été une sorte de niche pour les sociétés qui voulaient profiter de certains avantages avec leur flotte de véhicules. Donc
on achetait par centaines, par milliers les PHEV, on filait ça aux commerciaux, ils les rechargeaient jamais, donc forcément ça a contribué à créer une sorte d'image d'un PHEV qui ne sert à rien. Et qui est même contre-productif, parce que nous on a eu des témoignages de gestionnaires de flotte qui se retrouvaient, qui voyaient revenir des voitures après 1 an, 2 ans d'utilisation par quelqu'un, et le câble de recharge était dans son plastique scellé sous le plancher du coffre, et il a absolument jamais roulé en électrique. Et puis un hybride rechargeable que tu recharges pas, il peut consommer même plus que la version thermique du modèle si elle est disponible. Tu voulais après on donne la parole à Nicolas, vas-y. Bien sûr. Je voudrais revenir du coup au vrai hybride. Donc moi je viens souvent à Strasbourg, j'habite à Sens, et je viens souvent à Strasbourg avec des voitures différentes, les hybrides, les électriques, les PHEV même, parce que je suis curieux. Et je me souviens d'un aller que j'ai fait en Suzuki Vitara, donc full hybride, donc 404 km de distance, consommation moyenne, donc full hybride, consommation moyenne 3,5 litres au 100, exceptionnel. Donc là vraiment, j'ai trouvé le trajet parfait pour l'usage de cette motorisation. Si vous faites que de l'autoroute, effectivement, ça ne vous sert à rien. À part le diesel, je pense que rien ne saura vous satisfaire. Rien ne saura vous satisfaire, ni l'électrique, ni l'hybride. Mais voilà, ça c'est niche d'utilisation, mais comme toutes les motorisations. Nicolas, à toi. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait très justement Victor sur les différents types d'hybrides et sur le fait que les gens s'y perdent un peu. En fait, en tout cas les lecteurs, moi, de la PQR, tu vois, les gens qui lisent Automobile Pro, je pense qu'ils savent depuis longtemps faire la différence. J'espère. Ouais, je crois quand même. Enfin, ils sont un peu plus avisés, on va dire. Mais moi, au Dauphiné, je suis certain, et je vais vérifier ça, dans les commentaires, etc. Enfin, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un hybride. Quand je dis les gens, c'est 75% des Français moyens, tu vois. Et j'ai une anecdote. Pourquoi l'hybride simple, l'hybride tel qu'on le connaît, l'hybride normal cartonne, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est exactement le même fonctionnement qu'une bagnole à l'essence, tu vois. Et en fait, ils ont besoin d'être rassurés. Et moi, j'ai une anecdote qui est assez terrible, mais j'ai un pote ici en Normandie qui est commercial automobile, tu vois, il vend des bagnoles neuves. Et il était quand il recevait des clients au début, tu vois, il leur expliquait bien les 3 types d'hybridation légère, machin. Il vendait pas de bagnole, quoi. Il passait 3 quarts d'heure à expliquer aux gens ce que c'était que l'hybridation, le mild hybride, le PHEV, machin. Puis à la fin, on signait, les mecs qui se barraient tous, ils en avaient. Et un jour, je suis allé le voir et tout, je dis mais en fait, arrête, toi, t'en fous. T'as besoin de vendre quoi? Ce modèle-là, il est hybride, quoi. Et en fait, je lui dis, tu leur expliques que c'est une essence, quoi. C'est une essence hybride, quoi. Tu leur expliques, en gros, comment ça fonctionne. Tu fous de l'essence dedans et tu consommes moins qu'avant. Et en fait, depuis qu'il fait ça, il vend 3... Non mais, c'est terrible, c'est que depuis qu'il fait ça, il vend 3 fois plus de bagnoles, quoi. C'est-à-dire que les gens arrivent, c'est quoi un hybride? C'est une bagnole où tu mets de l'essence dedans, mais tu consommes moins qu'avant. C'est tout. Parce qu'en fait, les gens savent pas ce que c'est. Tu leur expliques, ça va les 3 quarts, ils vont pas comprendre, tu vois, parce qu'on leur explique. Et ça va leur faire peur. Ouais. Mal aussi, je pense, tu vois. Puis entre les appellations chez Toyota, chez Renault, chez machin, c'est une catastrophe. Ou comme disait Victor tout à l'heure, la Yaris hybride et la Swift hybride qui portent le même nom, et c'est pas la même chose, tu vois. Donc, de toute façon, pourquoi donc en fait, pour moi, l'hybride c'est le nouvel essence, quoi, tu vois. T'auras plus de modèle uniquement thermique. Ça fonctionne comme une bagnole à essence, les gens sont contents et au final c'est assez efficace. Mais alors, effectivement, je suis moins convaincu par le PHEV. Moi j'avais vu une stat, c'était il y avait une boîte là qui reprenait des bagnoles de commerciaux
un gestionnaire de flotte, ou je sais pas comment on appelle ça, t'avais effectivement 87% des câbles de recharge qui étaient encore scellés dans le plastique d'origine, au bout de 2 ans. Et moi, j'ai été commercial, j'avais une carte Total, tu vois, et on m'aurait foutu une hybride rechargeable dans les pattes. Jamais j'aurais été rechargé avec mon courant de chez moi, tu vois. Il a fallu que je me fasse chier, tu vois. J'aurais jamais utilisé tu vois, c'est les mecs, ils ont pas envie de s'emmerder, ils veulent faire le plein. Par contre, avant, les commerciaux, ils avaient des voitures qui faisaient, des diesel qui faisaient 6 litres au 100. Et aujourd'hui, ils ont des PHEV qui font 10 litres, quoi, parce qu'ils sont sur l'autoroute sans arrêt, ils roulent à 150 et en plus, ils ont un réservoir qui fait 32 litres alors qu'avant, ils pouvaient traverser. Donc, voilà, on en est là, mais l'hybride, c'est incroyable d'ailleurs l'histoire de l'hybride, parce qu'au départ, moi je me rappelle du lancement de la Prius, tout le monde se disait, mais ils sont complètement cons, pourquoi ils font ça, quoi. Aujourd'hui, ça paraît, pour moi, c'est la motorisation indispensable aujourd'hui sur le marché. Andy, on t'a pas entendu sur le sujet encore. Écoute, sur l'hybride, c'est assez clair pour moi. Je vais abonder dans le sens de Nico. Là, 30% des bagnoles vendues en Europe sont des HEV, donc des vrais hybrides, on va dire ça comme ça. Et 7% de PHEV, donc en gros, plus d'un tiers des bagnoles sont hybrides maintenant. Si tu rajoutes les électriques, ça fait 50% des bagnoles en Europe sont électrifiées. Et avec les nouvelles normes CO2, etc., ça va encore s'amplifier parce qu'en gros, les constructeurs peuvent plus se permettre d'avoir des bagnoles à 125 grammes, y compris dans les pays où il n'y a pas de malus comme chez nous. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que, en gros, pour pas s'emmerder, pour dire les choses de manière un peu brutale, les gens ils passent du diesel ou de l'essence à l'hybride parce qu'effectivement, grosso modo, c'est la voiture qui calcule ce qu'elle fait. Toi, ça ne change rien. Des fois, t'as peut-être un peu d'effet chewing-gum, etc., mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc, je suis pas sûr que ça aide à la bascule à l'électrique, entre guillemets. Ça remplace et ça abaisse le CO2 des voitures thermiques conventionnelles. Ok. Le PHEV, bon, c'était une petite entourloupe qui a été faite pour homologuer des gros SUV bien pas efficients. Je le dis de manière un peu caricaturale, mais c'est quand même beaucoup ça. Et faire plaisir à des gestionnaires de flotte qui avaient des objectifs à tenir pour leurs audits et tout ça. Et on va vers la sortie puisque l'Union européenne est en train de recalculer à partir des données réelles et s'aperçoit que les consommations sont de double, 2 fois et demi ce qu'on trouvait sur les homologations. Donc en gros, l'éclipse, elle va avoir lieu. Donc le HEV, j'y crois beaucoup. Le PHEV, je pense que ça va vers la sortie. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et ça va être peut-être le sujet sur l'hybride dans les années à venir, ça va être le range extender. Pourquoi ? Parce que c'est très populaire en Chine. Avec les constructeurs chinois, en gros, ils ont ça dans leur catalogue. Donc c'est, alors juste petit rappel, c'est le moteur thermique ne sert que de générateur pour et il y a que l'électrique connecté au. Grosso modo, c'était ce que faisait l'Ampera, etc. Ou les i3 Rex et autres choses de ce genre. Et ça, il y a un potentiel parce que donc les constructeurs chinois vont essayer de nous envoyer ça parce que ça marche très bien en Chine. 2, ça permet d'avoir éventuellement des cycles d'homologation plus favorables que sur des PHEV. Et 3, on peut se poser la question de 2035. Pour l'instant, les choses ne bougent pas. L'interdiction des moteurs thermiques, ou en tout cas, on n'aura que des véhicules à 0 CO2 théorique en 2035, pour être plus précis. Mais on commence à entendre le PPE, on commence donc le Parti populaire européen qui regroupe les partis de centre droit, on va dire, en Europe, qui commencent à tousser sur ce sujet. Il y a en plus le CR, donc ça c'est plutôt le groupe justement Giorgia Meloni, etc., qui commence à vouloir tousser sur le sujet et commence à remettre en cause 2035. Eh ben, si on veut obtenir entre guillemets une électrification du parc encore supérieure, tout en abandonnant peut-être l'objectif de 100% électrique comme ça pourrait être le cas, le range extender ça pourrait être aussi entre guillemets un peu le pis-aller dans les années à venir et aussi un appareil de transmission dont je ne vous dis pas qu'il est efficient ou intéressant, mais ça pourrait être une des solutions qui va être déployée par les constructeurs aussi dans les années à venir. Très bien.
Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je dirais même qu'on approche de la fin de ce podcast. Et je vous propose de terminer donc ce premier épisode d'Electrochoc par un petit tour de votre actualité à chacun. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les semaines qui viennent? Petit temps mort pour vous dire on diffuse début mars, juste pour vous placer au niveau temporel où vous en êtes. Voilà. Et écoutez, je vais commencer dans l'ordre d'apparition sur mon écran. Je commence par Andy. Qu'est-ce que tu fais? Ça tombe bien parce que j'étais en train de regarder mon agenda. Ouais. Alors attends, je remonte en même temps. Donc je te conseille de passer à quelqu'un d'autre et après de me demander. D'accord. Donc je vais suivre l'ordre de mon écran et je vais commencer par Nicolas. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire dans les semaines qui viennent? Écoute, j'ai de rattraper du retard. Non, je suis en bonne voie. J'ai eu un début d'année compliqué en termes de planning. Donc je suis en train de boucler 2 magazines, Bavaria et Kilomètre-Heure. Alors on n'est plus dans l'électrique, hein. C'est pas grave. On est dans la bagnole qui consomme, mais c'est bien aussi de faire les deux. Et écoute, je suis en train et puis j'ai un gros projet moi pour 2025. C'est un bouquin. Alors là on est vraiment loin de l'électrique. Mais c'est un bouquin sur le Lada Niva. Oui. J'ai pas dit qu'on allait en vendre, mais j'ai dit qu'on allait le faire. Et donc voilà, je bosse là-dessus, ce qui est pas évident parce que il y a pas de service presse en France, mais j'ai des contacts et tout. Donc moi je suis là-dessus depuis quelques mois, ça avance pas vite du tout, mais ça avance. Et puis on vient avec mon pote François Bouet, là j'en parle, je vais faire un peu de pub pour mon pote. Vas-y. On vient de sortir un bouquin qui s'appelle A Life in Honda Civic. Oh. Et voilà, qui est un nouveau. En fait, il a fait plusieurs. Je participe modestement. Je fais quelques pages dans chacun de ses bouquins. Il avait fait un bouquin sur le Range Rover, un autre sur la 911. C'est toujours dans la même collection. On a fait un truc sur la Honda Civic avec avec énormément de publicité d'époque, de documents, de catalogues d'époque et tout. C'est assez graphique. Et donc on est là-dessus. Et puis bien sûr continuer la rubrique auto dans le Dauphiné, quoi. Avec des anecdotes souvent savoureuses. Moi, je vous le conseille à tous. C'est souvent des histoires qu'on connaît pas forcément. Même moi qui suis quand même, je me définis comme un passionné de voitures anciennes. J'apprends encore des choses en lisant Nicolas et c'est bien raconté et c'est très agréable. Victor, tu es le suivant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu nous réserves? Là, on vient de sortir l'essai de la Ioniq 5N sur AP. Donc, je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est une première pour moi. Donc, c'est pas une première. C'est pas la première fois que je fais un essai sur AP, mais c'est pas le premier essai de Ioniq 5N non plus, puisque Andy nous l'a fait. C'est bien, hein. C'est bien, hein. Et toi, Andy, qu'est-ce que te réserve ce mois de mars en matière d'essais divers et variés? J'ai plein de trucs à écrire. Hein. Je sors d'une 24 heures en électrique à Hockenheim, en Alpha Junior. Ouais. C'est à lire dans une publication concurrente, Miami. Et sachant que on y était aussi, puisqu'il y a Soufiane de chez nous qui a participé, donc on aura sa version à lui. Oui, voilà. Et il y aura peut-être 2 versions différentes d'une certaine pénalité. D'accord. Un teasing, très bien. Voilà. Donc juste rappelle-nous, juste redis-nous ce que c'est exactement cette compétition, on peut dire ça? Alors ça s'appelle l'ADAC e-compétition et c'est grosso modo c'est comme les 24 heures du Mans mais avec des voitures électriques de route. Et le but c'est d'aller le plus loin possible et de faire le maximum de kilomètres et de préserver au mieux votre batterie. Et donc Alpha France nous avait fait l'amitié de nous prêter une voiture. Et non, je spoil pas. Non, spoil pas. Voilà. Donc je donne pas de résultats. Non. Vous voyez. La version Soufiane sur Automobile Propre et la version Andy sur Automoto. Automoto, très bien. Dans Automoto magazine. Et puis là j'ai vu le Mercedes CLA. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Là je vais essayer pour vous le Dacia Bigster de l'hybride. Et début avril le
le Ford Puma Gen E. Tout à fait. Très intéressant, donc on va pouvoir en parler aussi parce que ces essais, c'est toujours l'occasion d'essayer les voitures, très bien. Oui. Mais j'aime bien aussi aller embêter un petit peu les ingénieurs pour savoir ce qui se passe et pourquoi ils lancent comme ça. Je fais partie des officiels casse-couilles de la presse automobile, donc voilà. C'est ça qu'on aime chez toi. c'est le fait que je sois casse-couille. Florent, quelle est l'actu du chef de l'actualité? C'est de suivre l'actualité, voilà. Okay. Donc c'est au jour le jour, voilà. Je ne peux pas te dire vraiment ce qui peut se passer à l'avance en ce qui me concerne, si ce n'est dire que je serai bientôt en vacances, voilà. Ok, très bien. Voilà, vacances amplement méritées. Et du coup, on va terminer par JC. Qui a toujours une actualité bien fournie et qui arrive. Faudrait qu'on fasse je t'invite là déjà. Est-ce qu'on pourrait faire on est dans les projets de podcast, on se renouvelle à AP. Moi, j'aimerais bien un podcast juste toi et moi. On discute la chaîne EV, la genèse, d'où ça vient, la passion, comment ça marche. Je croyais que t'allais dire la jeunesse. Non, là c'est trop loin. Et on en discuterait toi et moi. Je pense qu'il y a une histoire à raconter. Je trouve ça sympa. Déjà, on valide ça. Ouais, top. On se donne ça comme projet. Et qu'est-ce que t'as prévu comme essai au mois de mars alors pour la chaîne EV? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur la chaîne EV? Déjà, on a publié un essai vraiment incroyablement original, c'est-à-dire l'essai d'une Alpine A290 versus Mini Cooper SE. Ouais, ça j'ai superbe idée qu'on a eu et que 2 jours avant de se rendre à Paris pour prendre les voitures, c'était publié sur Automobile Propre. Mais on devait en avoir une 3e, elle était en panne quand on y a été, c'est génial, je suis trop content. Est-ce que tu peux donner le modèle ou ça? C'était une Abarth 500. Ah d'accord. Ça aurait été cool de faire les 3. La fiabilité italienne. Voilà. Ensuite, on a publié un essai de Leinster, parce qu'on en a pas parlé pendant la Renault 5, mais c'est quand même un gros concurrent de la Renault 5, avec beaucoup plus de polyvalence, mais moins de technologie, c'est compliqué. Ensuite, on a fait un truc rigolo, c'est qu'on a fait 450 km d'autoroute avec 3 Renault 5, un à 130, un à 120, un à 110. Parce qu'on nous dit souvent dans nos essais que avec les voitures électriques, il vaut mieux rouler à 110, on gagne du temps parce qu'on fait moins de recharge. Et ben, on a voulu essayer avec 3 voitures pareilles qui rechargent pas très vite et qui consomment un peu, donc c'est intéressant. Et là, je vais aller essayer une micro-voiture parce que j'aime ça aussi. Je pense que le L7e et le L6e, c'est un peu l'avenir aussi de l'automobile. Donc, on va aller en Savoie, en essayer une. En Savoie, donc, micro-automobile. Voilà, la bagnole. La bagnole, ok. La kilo, ouais. Ça, c'est donc, chouette, voilà. Ça. Ouais, ok. Donc, on sera à voir sur la chaîne EV dès que ça sera monté, donc courant du mois de mars, c'est ça? C'est ça. Une journée pour tourner et 2 semaines pour monter. Parfait. La vitesse, quoi. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce premier épisode d'Electrochoc. J'espère que ça vous a plu d'y participer. C'est un format qu'on est amené à répéter. On aimerait partir sur une régularité de 1 par mois. Ça peut être, c'est à la fois un petit peu ambitieux, mais faisable. Il s'engage. Ah oui, 1 par mois. Ça va, ça reste faisable. Et puis voilà. Donc j'espère que vous spectateurs ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à nous faire remonter vos impressions, et si vous avez des idées d'évolution dans un sens ou dans l'autre, on reste à votre écoute. Et puis là du coup moi je suis branché YouTube, donc je sais pas ce qu'il faut dire à la fin d'un podcast. Peut-être JC, tu peux m'aider. Est-ce qu'il faut appeler à mettre, on met des pouces aussi, on appelle à s'abonner? Abonnez-vous évidemment, et puis si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Ah, il sait bien faire. Ça donne de la force à la chaîne. Et donner de la force, c'est ça l'expression, je crois. Hein. Et à commenter sur vos plateformes sur lesquelles vous utilisez, que ce soit Apple, etc. Enfin, si vous écoutez en son et non pas forcément en image, YouTube, etc. Donc voilà. Formidable. Écoutez, c'était un effort d'équipe. Je vous remercie de votre soutien. Ça aussi, d'ailleurs, oui, j'ai une question. Là. Oui.
Il sera aussi disponible en audio sur les plateformes. Tout à fait, en vidéo et en audio. Alors en vidéo sur YouTube et puis juste en audio sur plusieurs plateformes, n'est-ce pas, Max? Oui. iTunes, Spotify. Tout à fait. iTunes, Spotify, c'est ça? Oui, dit-il. Podcast, ouais. Donc voilà, écoutez, et Deezer aussi, voilà. Je découvre, excusez-moi. Deezer, vive la France. Ouais. Et je vous remercie beaucoup, messieurs. À très bientôt. Je te remercie. Salut. Salut et merci beaucoup. Salut.